Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pince Crâne, votre podcast autour de Magic et du Commander. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict et Google Podcasts. Mais aussi et surtout sur YouTube où vous y retrouverez du contenu exclusif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir échanger avec nous sur le Discord de Magic C'est Chic, on est très actifs. Alors sans plus attendre, on détape, c'est permanent, on pioche, c'est parti. Rebonjour à toutes et à tous et merci d'avoir transplané avec nous dans ce 47e épisode du Pince Crâne. Je suis Bambichon et aujourd'hui avec mon formidable invité, nous allons discuter, analyser et débattre sur ces petits bouts de carton qui nous procurent tant d'endorphines. Ce soir je suis accompagné du merveilleux Val. Comment vas-tu Val ? Eh ben ça va très bien, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Avant de commencer, la case obligée, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, alors je suis Val du duo Val et PL, on est créateur de contenu, anciennement totalement dédié à Magic et nouvellement dédié au multi-TCG, voilà, on ouvre un petit peu nos perspectives. En fait on est passionné de Magic mais on est aussi globalement passionné de jeux de cartes à collectionner et donc on a décidé de continuer à partager nos passions au-delà de Magic et de parler de tout ce qui est rectangulaire en carton et qui brille finalement. Ou qui brille pas. Ouais, mais moi j'aime bien quand ça brille quand même. J'aime bien quand ça brille. Mais effectivement, si ça brille pas, c'est pas grave, ça reste acceptable. Et donc on a 3 chaînes YouTube maintenant. Une chaîne qui est dédiée donc à Magic, qui s'appelle Val et PL Magic Arena FR, où on fait beaucoup de contenu, notamment pour les débutants, être un point d'entrée pour ceux qui voudraient débuter Magic, notamment par Magic Arena, de la deck tech, voilà, de l'analyse. On caste les Pro Tours pour la France aussi. Ça c'est la classe. Ouais, c'est plutôt sympathique. C'était un rêve qu'on a atteint assez rapidement finalement et qui maintenant nous est renouvelé à chaque fois. Donc merci à Wizard pour ça. On a une seconde chaîne où on partage justement nos passions des autres TCG, qui s'appelle Val et PL TV. Il y a aussi nos rediffs de live. Et on a une troisième chaîne qui est maintenant dédiée à l'Orcana. Parce que l'Orcana est un jeu assez satisfaisant, vraiment sympathique et qui reprend entre guillemets un petit peu notre sauce de Val et PL Magic Arena FR mais transposé sur l'Orcana. Donc Val et PL, l'Orcana FR. Ouais, on s'est pas emmerdé hein. on en reparlera tout à l'heure. Ouais, je pense marche. de l'Orcana en long, en large et en travers. Ah mais avec plaisir, j'ai plein de trucs à dire en ce moment, je suis à fond dedans. Est-ce que tu pourrais aussi nous parler du dernier projet en date qui est plutôt pas mal, qui est plutôt chouette comme projet, non ? Ouais, tout à fait. Je pense que tu parles de Label Carte. Alors Label Carte, c'est un peu dissocié de Val et PL. C'est une société qu'on a créée avec un troisième joyeux luron qui s'appelle Baptiste, que j'ai rencontré notamment en jouant aux cartes. Comme quoi, le TCG est un grand lien social et ça fait plaisir. On a décidé avec PL d'essayer de passer le pas un petit peu vraiment de la professionnalisation, de quitter notre travail et on s'est dit qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. On ne me voyait pas trop faire autre chose que de vivre du monde du jeu de cartes et donc c'était intéressant pour nous aussi de développer une activité plus pérenne entre guillemets que la création de contenu. Pas que Val et PL ça aille pas bien, mais t'as pas du tout de stabilité quand t'es créateur de contenu. Nous on est longtemps resté avec un travail à mi-temps et quand on a décidé de passer à temps plein, on s'est dit que c'était quand même peu sécurisant de n'exister que par le prisme de YouTube, de Twitch, des potentiels sponsors qu'on pouvait avoir. On a vraiment envie d'avoir cette indépendance totale qui nous permettra d'exister vraiment sur du long terme et de continuer à partager notre passion. Donc voilà, on a développé Label Carte avec un troisième associé qui est une boutique en ligne qui vise notamment à partager, à vendre du multi-TCG et on fait aussi pas mal d'animations sur Voct qui est une application d'enchères en live, ce qui nous permet de lier un peu deux secteurs, le nouveau secteur de la vente et l'ancien secteur de l'animation. Et là, on est vraiment particulièrement dédié à Magic. On propose notamment du box break ou de la vente de cartes à l'unité. Donc voilà, c'est un beau petit projet, la belle carte. C'est un nouveau projet pour nous qui est pas évident parce que autant créateur de contenu, ça fait 5-6 ans qu'on est un peu dans ce bain-là, autant entrepreneur, vendeur, tout ce que ça implique d'avoir une société, c'est tout nouveau pour nous, donc c'est une nouvelle aventure et qu'on essaye de pas mal partager finalement aussi avec notre communauté. C'est cool. Désolé, c'était un peu long, mais au moins vous avez tout. Il n'y a pas de souci, t'as le droit de faire de la pub si tu veux faire de la pub. Donc ouais, non, c'est un super projet en tout cas. Bravo à tous les deux, enfin tous les trois du coup. Félicitations d'avoir réussi à passer le pas, surtout
lâcher un peu, de retirer un peu le filet, quoi, le filet de sécurité, on va dire ça comme ça. Exactement, là on s'est vraiment lancé Non, c'est totalement. chouette. Donc, on croise Et les en doigts, plus, on en reparlera dans quelques mois. J'ai fait beaucoup de jaloux avec mon tapis en boutique la semaine dernière. Ah ouais, je suis très Je tiens à content. le C'est dire. c'est vrai que ça y est, tout le monde a pu enfin recevoir son tapis. Et on a pas mal de retours justement de gens qui jouent avec le tapis et c'est super cool. Ah, c'était trop bien, je jouais, et il y avait des gens qui disaient « Oh, regarde, il y a un Black Lotus, il y a un Pikachu, il y a un machin. » Ouais, C'était il y, trop drôle. y a beaucoup de refs. Et ce que j'aime bien, c'est que, alors, des fois, tu peux avoir un espèce de patchwork de refs qui pourrait gâcher l'ensemble. Je trouve que l'artiste qui a travaillé avec nous, qui s'appelle Posca, qui est vraiment très très fort, il a eu ce talent d'incruster toutes les refs, mais sans gâcher un peu la cohérence d'ensemble et le mood de l'ensemble. Ouais, c'est chouette. J'ai Ça mis marche du assez temps bien. avant de revoir le symbole de Flesh and Blood sur le Ouais. distributeur, et j'étais là genre « Ah putain, mais c'est Flesh and Blood !» C'était trop Exactement. Mais ça, tu vois, Et c'est moi vraiment qui discret, c'est chouette. c'est moi qui ai absolument envie de caler une ref Flesh and Blood dans un mood qui est beaucoup plus campagne Ouais. japonaise, en mode C'est- boutique de TCG au Japon. Et Posca, il me dit, mais comment je mets une Ouais. grosse brute en armure dans l'allée, là, c'est pas possible, tu vois. Ouais. Et donc, il Bah, a ça fait calé un comme peu, ça fait un peu taoïste. Enfin, il y a un côté, mais vraiment juste sur le symbole, parce que c'est vrai que l'univers se veut pas Ouais, du tout c'était japonisant. c'était pas propice, mais du coup, ouais, il a Ouais. le symbole en sticker. Mais ça me Après- fait plaisir, ceux qui l'ont vu, c'est cool. Après, t'aurais pu attendre un tout petit peu pour avoir Part the Mistveil qui ressemble un petit peu quand même. Ça marchait vachement mieux, mais le tapis, et notamment tout le design du tapis, il est dans les cartons depuis Ah avant bah, que je je doute. connaisse Bah évidemment, je Part me doute of bien. the Mistveil. Mais c'est vrai que ça aurait bien marché, c'est clair. Bon, alors aujourd'hui, ce soir, on est là pour parler de TCG au pluriel. On n'est pas là que pour parler de Magic, et même d'ailleurs, on est là pour vous proposer un petit peu une espèce de solution, entre guillemets, de transition, pour vous donner un petit peu nos ressentis sur les différents TCG, et les différents autres TCG auxquels on joue, et pourquoi est-ce qu'on s'y est mis et qu'on les a aimés. On va pas faire la liste tout de suite, mais donc ça c'est l'idée. Et avant, j'avais noté dans mes notes d'il y a très longtemps que tu voulais faire un disclaimer sur le multi-TCG, et du coup, la place est à toi. Ouais, c'est vrai que quand je parle de multi-TCG, il y a peut-être des gens qui peuvent mal le comprendre ou qui pourraient penser que on incite à changer de TCG, à ne plus jouer à Magic, alors que moi, c'est vraiment pas du tout l'idée, et encore moins en tant que créateur de contenu Magic. Ça reste mon contenu principal, ma chaîne principale et mon audience principale, donc je veux dire, je parle de ce que j'aime et je n'incite pas du tout les gens à quitter Magic. J'incite pas non plus les gens à jouer à plusieurs TCG en dehors de leurs moyens et de leur temps de finance. On sait qu'un TCG, c'est très chronophage et que ça peut coûter pas mal d'argent. Moi, ce que j'aime plutôt dans l'aspect du multi-TCG, c'est j'aime inciter les gens à avoir une certaine curiosité, une ouverture d'esprit, à regarder un petit peu ce qui se fait dans le domaine, vraiment ouvrir ses perspectives, regarder ce qui se passe chez la concurrence. Ça te permet, moi je trouve en tout cas, et c'est un exercice que je fais beaucoup, de prendre du recul sur ton propre TCG. Ça te permet par exemple d'atténuer certaines positions ou d'affirmer justement d'autres convictions. Ça te permet de t'aérer quand ton TCG actuel te saoule, coucou Magic actuellement. Et donc voilà, je trouve que le multi-TCG, ça peut avoir du bon, c'est pas juste le but de dire allez, on joue tous à 4, 5, 6 TCG. Évidemment que les gens n'ont ni le temps ni les finances de pouvoir faire ça, mais je trouve qu'il y a un moyen de en tout cas de faire exister le monde du multi-TCG sans forcément dire de jouer à plusieurs TCG, tu vois. Je pense qu'il y a plein de gens qui jouent pas à League of Legends mais qui regardent quand même les Worlds de League of Legends. On parle de multigaming alors que les gens jouent pas forcément à 14 jeux, tu vois. Bien sûr. Donc voilà, je fais ce petit disclaimer pour que les gens comprennent bien le propos, quoi. Ça roule. J'aime bien parce que la manière dont tu as parlé de TCG, j'ai l'impression d'entendre le discours un peu sur le polyamour, où tu sais, t'es là, je dis, c'est pas parce que j'aime plusieurs personnes que je les aime moins, c'est juste que je les aime différemment. Et j'aime chaque personne en fait de manière entre guillemets pas indépendante, mais séparée. Ah, ok. Oh, bref. Bon, j'ai jamais testé le polyamour, mais écoute, du coup je vais pas tester parce que peut-être que... C'est un long débat qu'on n'aura pas ce soir. Ouais, en tout cas pas sur ce podcast-là. Non, je suis mono-amour. Ça roule. Mais pas mono-TCG, visiblement. Mais pas mono-TCG, non. Du coup, tu as déjà répondu en partie à la question, mais être multi-TCG, qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, qu'est-ce que ça implique pour toi? Ouais, bah c'est vrai que j'ai un peu répondu dans mon disclaimer. En fait, mon disclaimer, c'était l'émission. Voilà. Oui, c'est ça. Merci à vous. C'était Fin super. du podcast. Non, être multi-TCG, c'est être curieux, en fait, je trouve. C'est aimer un petit peu aller comparer, regarder ce qui se fait à côté.
Et qu'est-ce que ça implique ? Ça implique forcément d'y donner un peu de temps, d'être ouvert d'esprit. Ça implique d'être peut-être malin ou de faire des choix, tu vois. Je pense qu'il y a oui, bien sûr. de plus en plus de gens qui sont capables, entre guillemets, de faire du multi-TCG plutôt que de jouer à 3-4 formats de Magic, comme ça peut être le cas chez certains magiciens. Je pense que maintenant, les gens ils peuvent jouer plutôt à 1 ou 2 formats et avoir un deuxième TCG qu'on va appeler, moi j'appelle ça un side TCG. Donc c'est un peu comme ça que je vois le multi-TCG. Ouais, carrément. Moi, c'est ce que je disais souvent en fait avant à des potes à moi qui me demandaient pourquoi est-ce que je faisais pas que du Commander. C'est que j'aimais bien faire d'autres formats, genre le Pionnier, le Moderne, pour tester un peu d'autres formats, pour voir des interactions que tu vois pas en fait en Commander ou que tu vois pas ailleurs en fait. Et je trouve que les formats se nourrissent les uns les autres. En fait, tu vois des interactions et du coup tu deviens meilleur en fait entre guillemets dans les autres formats et notamment en Commander en fait des interactions que tu vois pas, des bidouiller la pile, ce genre de truc. Et c'est un peu la même chose au final avec les TCG, c'est que tu vois d'autres manières de jouer, tu vois d'autres manières aussi de collectionner, de dépenser ton argent aussi. Tu disais tout à l'heure que c'est faire des choix, c'est vrai en fait. Moi, je me suis un peu plus investi là dans One Piece TCG et c'est vrai qu'il y a des fois où il y a des carrés de cartes que je m'achète pas parce que je joue toujours un peu à Magic en fait et que j'ai pas un budget illimité, donc des fois il faut savoir faire des choix quoi. Tu peux pas tout faire effectivement, il faut essayer de jongler avec les envies et les possibilités, mais ça n'empêche pas, je trouve, d'être curieux. Moi par exemple actuellement je joue pas du tout à Yu-Gi-Oh! Et pourtant, il y a la Coupe de France qui va commencer demain à Caen avec 2500 joueurs. Et c'est un moment, j'adore regarder la Coupe de France de Yu-Gi-Oh! Déjà parce que c'est la Coupe de France et que je trouve ça fou quand on n'en est plus sur Magic. C'est vraiment la réunion de tous les joueurs français. C'est une espèce de grande fête communautaire. Pendant un an, tu as le gars qui est le champion de France. Alors nous, on a de la chance, on a le champion du monde qui est français. C'est cool. Mais je veux dire, tous les ans, il peut y avoir un gars qui est le champion de la France. Et donc tout ça pour dire, pardon, que je joue pas à Yu-Gi-Oh! Ça m'empêche pas de regarder le tournoi, quoi. Et je vais y prendre beaucoup de plaisir. Donc tu peux regarder du TCG sans avoir besoin d'acheter nécessairement quoi. Ce serait quoi toi, pour toi ton conseil en termes de... J'essaie plutôt de cibler le côté un peu, pas négatif, mais les risques un peu. Ce serait quoi pour toi les conseils à donner pour éviter de trop te perdre en fait à faire plusieurs TCG? Mais moi je suis pas très bon pour ces conseils-là parce que je suis exactement le gars qui donne de la tête partout, qui se perd. Je pense qu'il y a pas mal des gens même qui suivent mon contenu, notamment sur Twitch, et qui, tu vois, une semaine y passe, je parle de Flesh and Blood, la semaine d'après, les mecs ils se sont un peu intéressés à Flesh and Blood et peut-être que même ça les a croqués, mais donc du coup ils reviennent pour voir du contenu Flesh and Blood et la semaine d'après je vais parler de One Piece Card Game et le gars il dit oula je comprends pas. Je crois que je suis moi-même un peu sans cesse stimulé par la nouveauté, j'ai un esprit très curieux et j'ai du mal moi aussi à me tempérer un peu, à rester un petit peu plus focus. Moi j'ai quand même besoin d'aller goûter un peu à tout et des fois à vouloir tout faire tu fais un peu rien aussi quoi. Donc, le risque malheureusement quand tu veux vraiment tout consommer, c'est de pas réussir à vraiment profiter d'un seul et même truc. Mais j'avoue que moi je suis pas le... Ça me va en fait moi de sans cesse me stimuler avec de la nouveauté. Ok, ça marche. Moi je pense que mon conseil ça serait d'essayer de profiter des communautés qui existent autour de vous, si elles existent évidemment, hein, on va parler dans un monde idéal, mais et de vous faire prêter des decks, de vous faire prêter des cartes, de découvrir le jeu, enfin de découvrir les jeux en fait, et de trouver un peu les TCG qui vous plaisent. C'est comme ça que j'ai commencé One Piece, c'est comme ça que j'ai commencé Flesh and Blood, c'est comme ça que j'ai commencé puis arrêté l'Orcana, mais évitez de trop dépenser d'argent d'un coup, de trop vous investir en termes d'argent. Investissez du temps, c'est déjà énorme en fait d'investir du temps en fait dans des choses. Et investissez du temps avant d'investir de l'argent dans les TCG parce que des fois juste vous vous retrouvez avec des piles de cartes et vous savez pas quoi en foutre quoi. Aussi simplement que ça. Mais c'est surtout que tu as beaucoup de ressources sur internet, beaucoup de créateurs de contenu sur tous les TCG et moi avant d'investir le moindre euro dans un TCG, je suis capable d'avaler 10, 12, 15, 20, 30 heures de contenu avant d'acheter ma première carte. Ça m'arrive même d'acheter ma première carte d'un TCG en connaissant déjà l'entièreté du metagame. Ok. Parce que justement, je vais d'abord me forger une connaissance et être un petit peu sûr de ok, ça va, ça m'attrape. J'ai envie quoi. J'ai envie de passer le pas et de dépenser. Et du coup, tu fais des achats un peu plus utiles.
Ouais, des fois c'est bien de faire des petits achats coup de cœur aussi, mais si t'en fais toutes les semaines, il y a un moment où soit t'es très riche et dans ce cas-là tu fais ce que tu veux avec ton argent, Exactement. soit il faut être un peu plus raisonné et raisonnable et essayer de faire les choses. Je trouve aussi qu'on vit donc dans une ère un peu multi-TCG et les TCG du coup ils le savent et donc du coup ils sont plus tout à fait designés de la même manière. J'imagine que les créateurs, les éditeurs de TCG actuellement, ils savent qu'il y a une espèce de porosité entre les différents TCG et du coup tu as plein de choses qui se ressentent. Je trouve que les rotations de decks sont beaucoup moins violentes que ce qu'on a pu connaître à Magic. Quand tu joues à Flesh and Blood, je pense que tu peux jouer le même deck depuis 3 ans là, globalement, et ton deck il est probablement méta, et si au pire ton leader vient à être banni, bah, tu gardes quand même tes cartes de classe et tu as un nouveau héros qui reprend la même classe et donc en fait ta consommation elle est quand même vachement plus facile, tu peux rentrer, laisser passer du temps, re-rentrer et pas avoir besoin de renouveler sans cesse ton contenu. Et en même temps, si jamais tu veux juste débuter et pas arriver directement dans des decks compétitifs, je trouve aussi que les TCG récents ont des préconstruits d'excellentes factures. Et je pense que tu me rejoindras sur le Blitz pour tester Flesh and Blood, ou alors sur notamment le kit préconstruit de Star Wars Unlimited. J'ai pas du tout touché à une Star Wars Unlimited. On en a pas pris en boutique, du coup j'ai pas touché. Okay. Bah alors, pour avoir joué avec des préconstruits Lorcana ou des préconstruits Magic, t'as quand même pas une sensation de jeu qui est vraiment excellente. Alors que de quel préconstruit Magic tu parles? Bon, de ceux qui n'existent plus, mais même quand ils existaient, j'ai jamais trouvé ça vraiment passionnant. Et pour le coup, j'ai déjà fait quand même des games de préconstruits pour initier des gens. C'est pas très puissant, quoi. Ouais. Alors que les nouveaux TCG, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils savent que t'as besoin de... Peut-être d'accrocher les nouveaux joueurs aussi directement par du préco. Et si tu prends les préco Altered, les préco Star Wars Unlimited ou les préco Flesh and Blood, je trouve que tu as direct une sensation de jeu qui est vraiment sympathique, une grosse rejouabilité. Bah les préco One Piece sont un peu construits différemment. Ça, je sais pas du coup. Bah, ils sont construits un peu différemment, justement. C'est parce que en fait, c'est la même chose qu'à Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire que les cartes des starters en fait, One Piece sont exclusives aux starters et tu peux pas retrouver les cartes dans les boosters. Ah ouais. Du coup, il y a une dynamique qui est un peu différente au niveau des starters One Piece. Ils sont quand même bien pour commencer. Et moi, ce que j'ai toujours, enfin quand j'en ai évidemment, hein, mais quand j'ai des produits, quand j'ai des starters One Piece, je dis toujours aux joueurs, bah en fait, c'est jamais vraiment perdu parce que c'est des cartes que tu trouveras pas ailleurs. Donc si tu achètes un starter One Piece, en plus ils sont à 15 balles. Donc franchement, c'est pas déconné, tu vois. Ouais, complètement. C'est pas trop déconné. En plus, ils font toujours un effort pour que ton leader il soit foil et que tu vois, il y a un... Et là, dernièrement, ils font foil et ils ont le traitement secret un peu comme à la Dragon Ball, tu sais, où c'est en relief et tout. Donc il y a vraiment un truc un peu chouette. Donc du coup, pour 15 balles, t'as quand même un truc qui est jouable. T'as beaucoup de vanilla dans le deck, mais en attendant, bah, t'as des cartes que tu trouveras pas ailleurs. Donc du coup, ça donne aussi un bon moyen d'améliorer ton deck en fait, en termes de porte d'entrée. Ouais. C'est plutôt cool. Et puis j'ai vu que tu avais aussi des leaders de starter deck qui deviennent des leaders méta par la suite. Ouais. Et donc du coup qui peuvent t'aider à te mettre au jeu et juste améliorer ton starter deck pour en faire un deck compétitif à la fin. Et ça, moi je trouve ça vachement bien. Genre sur Magic, je crois pas avoir conseillé à quelqu'un de commencer par un préconstruit quoi. Bah, en vrai, les decks pionniers là, dernièrement, ils étaient pas dégueux. C'est vachement bien, mais c'est pas des préconstruits. C'est des challenger decks. Oui, c'est vrai. Comment dire, c'est une reproduction un petit peu édulcorée d'un deck méta quoi. Puis c'est 50 balles quoi. Mais c'est du bon produit, ça je te rejoins hein, sur les challenger decks. Nous d'ailleurs avec PL on ne cesse de le rappeler. Pourquoi vous n'en sortez pas plus régulièrement Wizard? Parce que ça veut dire qu'il faut qu'il se penche sur la méta aussi un peu plus quoi. Ouais. Et puis le problème c'est que ton produit, bah tu dois le designer, le temps qu'il se design, qu'il se passe en production, etc. Ton deck il est peut-être plus méta et du coup je pense que c'est pas non plus ouf quoi. Donc en tout cas, c'est plus simple de consommer du multi-TCG avec l'effort que font tous les nouveaux TCG actuellement que si tous les TCG avaient la même politique que Magic. Ou là, pour le coup, je trouve que c'est plus dur. Non, carrément, c'est sûr. Il y a des produits qui sont un peu plus chouettes, quoi. Et ne serait-ce que là, pour l'Orcana, ils vont sortir la box de découverte, là. Ouais. Qui est juste un produit trop bien quoi. C'est le truc où t'as 2 decks de 30 cartes et t'as des boosters et du coup tu joues l'un contre l'autre et au fur et à mesure en fait tu vas ouvrir des boosters qui sont à l'intérieur qui sont faits pour en gros bah t'accompagner dans l'amélioration de ton deck. Ok, et trop du coup en fait du coup c'est un pack pour 2
et on joue en fait avec les petites cartes qui sont dedans au début. Et après quelques games, on fait vas-y, on ouvre un booster, et du coup, tu ouvres les boosters. Les boosters, du coup, sont faits pour améliorer ton deck, et du coup, tu améliores ton deck, et tu continues de jouer. Après, tu fais vas-y, on ouvre un autre booster, et hop. Et, Trop bien. et ça a l'air trop bien comme produit, franchement. Moi, ça m'éclate de ouf comme produit. C'est malin, c'est super bien pensé, et ça amène une grosse rejouabilité. Et c'est. Ben ouais, et ça te donne une porte d'entrée dans le jeu aussi qui est trop cool. Et là, sur le chapitre, enfin sur la 4e extension de l'Orcana, ils ont switché le pack collector pour le truc avec Ursula là. Ouais. Et c'est pareil, c'est super malin comme produit aussi. C'est un peu plus cher, c'est 60 balles, donc c'est quand même enfin moi en tout cas je le vends à 60. C'est un produit qui est quand même un peu cher. T'as 2 decks de 60 cartes et c'est du JCE. Du coup tu joues contre le jeu. Du coup, t'as Ursula qui a un deck en fait et qui va sortir du coup des héros qui sont altérés et qui sont machin. Et c'est des cartes que tu n'as pas le droit de jouer en fait en construit. Elles ont un dos différent en plus. Mais du coup, tu joues contre le jeu. Et du coup, c'est une version coopérative c'est trop bien jeu. Ça pour le jeu familial, je trouve. Bah c'est ça, ouais, c'est trop bien. C'est malin aussi en fait, c'est super malin. Donc, l'Orcana, ça fait partie de ces TCG. Je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi leur rentrée dans le monde du TCG. Et surtout dans cette approche, on veut aller chercher les familles et on veut pas aller chercher les joueurs de TCG, on veut aller chercher les gens qui n'ont jamais touché un TCG. Complètement, et pourtant ils arrivent à embarquer aussi les joueurs de TCG, c'est là où moi je les trouve très très forts. Ouais, carrément. Ouais. Et bah du coup, est-ce que tu veux qu'on parle de l'Orcana, tiens, pendant qu'on y est? Ouais, bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Alors vas-y, à chaud, c'est quoi ton ressenti sur l'Orcana? L'Orcana, c'était le jeu que moi j'appréhendais comme un espèce de Magic pour les familles, tu vois. Parce que c'est vrai que le gameplay, ça serait bizarre d'essayer de défendre l'inverse, il est quand même pas mal calqué. Le core gameplay, le gameplay de base, il est quand même pas mal calqué sur Magic. Donc t'avais un peu la sensation que c'était Magic pour les enfants. Et on l'a tous accueilli un petit peu avec ce biais-là, avec cet avis-là. Et finalement, quand tu joues à l'Orcana, et comme moi, du coup, je me suis mis à créer du contenu dessus, je me suis beaucoup impliqué dans l'Orcana, j'ai beaucoup joué, j'ai beaucoup suivi un petit peu le metagame, mais tu te rends compte que le jeu, il a déjà une vraie richesse et une vraie profondeur. Alors, c'est pas forcément le gameplay pur et dur qui donne la richesse et la profondeur, mais c'est plutôt le texte sur les cartes, en fait, et ce qui va se passer in-game. Le flavor aussi, donc c'est-à-dire que toutes les capacités et les mécaniques qui sont liées à l'univers de Disney, et qui vont te donner des sensations de jeu qui te ramènent entre guillemets à ce qui se passe dans les Disney. Tu vois, quand ton personnage entre guillemets il chante une chanson et que ça te permet de jouer un sort gratuitement, quand tu fais chanter une chanson à Ariel, tu te dis putain, c'est vachement Disney, c'est vachement bien pensé, c'est vachement cool. Et le texte sur les cartes fait que la tempo du jeu, le rythme du jeu, le management et la gestion des ressources amène un aspect qui est quand même vachement compétitif, là où on s'attendait quand même à un jeu beaucoup plus familial à la base. Donc l'Orcana, pour moi, c'est un TCG qui a réussi, entre guillemets, à rentrer par les deux portes, quoi, à rentrer chez les familles. Moi, quand je vais faire des tournois l'Orcana en local game store, je vois des mamans avec leurs enfants. Ouais, ça c'est trop bien. Et j'ai jamais vu ça de ma vie à Magic, tu vois, une maman avec sa petite fille. J'ai des super interactions en boutique où il y a une nana qui venait en fait en fait on fait des mercredis après-midi goûter et donc du coup les parents peuvent ramener leurs gamins pour faire des jeux de société à la boutique. Bien. Et j'avais une maman qui venait très régulièrement et il y a un moment elle vient me voir et tout et elle me dit et vendredi soir vous faites quoi à la boutique? Et comme d'habitude je m'attends à dire aux gens en fait le vendredi soir c'est réservé à la carte à collectionner et du coup c'est pas vraiment des soirées jeux classiques, donc c'est un peu différent. Et donc je commence à lui faire mon discours, elle fait ouais moi je voudrais jouer à Magic ou à l'Orcana. Moi j'étais genre ok, ça marche. Et on a commencé à discuter de l'Orcana. Elle m'a dit ouais, j'ai commencé à regarder des vidéos sur internet machin. Je pense qu'elle vous a regardé, mais elle a dit ouais, j'ai vu des vidéos en français, c'était vachement bien, du coup j'ai envie de tester et tout. Et depuis elle a commencé à m'acheter des produits et elle a mis sa fille du coup pareil qui vient du coup elle vient de jouer et je trouve ça trop cool en fait. C'est des expériences que tout le monde dont tout le monde aurait envie quoi. Enfin moi je suis futur papa et j'ai qu'une seule envie, tu vois, c'est que un jour j'aille en boutique avec mon gamin ou avec ma gamine pour aller jouer aux cartes. C'est trop bien. Partager une expérience TCG avec des gens qui à la base t'auraient peut-être pas permis de partager cette expérience-là, et l'Orcana il réussit vraiment ce tour de force assez facilement avec la licence qu'il a en fait. Mais là où ils sont très forts, du coup, c'est aussi rentrer par la seconde porte, qui est la porte vraiment du compétitif assez ardu. J'aurais pas cru, moi. On l'attendait pas en tout cas sur ce plan-là. Et pour le coup, le jeu, il est très réussi, très équilibré. En tout cas, au chapitre 3, le metagame, il est vraiment riche, diversifié. Le gameplay est intéressant. C'est cool. Hein.
as énormément de grinders et de professionnels de TCG beaucoup plus complexes comme Flesh and Blood ou Magic qui se positionnent sur l'Orcana. Là, on a le Disney l'Orcana Challenge à Lille qui réunit 2048 joueurs quand même. C'est pas rien pour ton premier c'est beau. Hein. Et vous verrez que dans le top 8 de ce Disney l'Orcana Challenge, vous reconnaîtrez probablement des noms de la scène Magic. C'est sûr, quoi. Ah, c'est vrai que moi, je t'avoue que l'Orcana, ça va sortir et moi j'étais là. Enfin, de base, j'aime pas Disney, donc j'étais en mode bon, ok, ils vont sortir leurs produits Disney. Après, on a commencé à avoir les règles. On a eu des formations, nous en tant que vendeurs. Ravensburger nous avait invités pour faire des formations sur le jeu et tout, pour tester un peu le jeu. Et donc, du coup, j'avais joué et j'étais là, genre, ok, ça commence à être malin, il a commencé à avoir des trucs. Après, j'ai décroché parce que je t'avoue que j'ai pas trouvé ça. Enfin, je trouve ça trop rigide en fait vis-à-vis par rapport à Magic. Et je trouvais que ça rapportait rien de plus que ce qui était déjà existant, hormis le fait de mettre, hormis les encres, qui est, je pense, un problème depuis très longtemps dans Magic. En tout cas, pour plein de gens, c'est un problème. Et du coup, j'ai décroché l'Orcana et j'ai plus trop regardé. Je regarde des cartes de temps en temps, je regarde des parties du coin de l'œil quand je me promène dans la salle, mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ce que la scène compétitive de l'Orcana fonctionne autant. Et fun fact, je pense que Ravensburger non plus, parce qu'ils sont vraiment à la ramasse à ce niveau-là. Ouais, bah surtout tu le vois avec ce qui s'est passé au chapitre 1 et au chapitre 2 où il y a eu des problèmes de stock. Ça sous-entend en fait dès lors que tu as des problèmes de stock, et je rappelle que c'est pas des problèmes qui sont volontairement mis en place par les éditeurs pour générer de la hype. Non, un distributeur il a envie de vendre ses boîtes. Hein. Mais ça sous-entend qu'effectivement il s'attendait probablement pas à une telle explosion. Mais comme plein d'autres TCG actuellement, il y a une envie chez les gens de consommer du carton qui dépasse un petit peu toutes les attentes, quoi. Mais je crois qu'on a tous été choqués par le... Ouais, non, mais c'est vraiment surprenant. Dans ma boutique, c'est un environnement qui est pas du tout compétitif. J'ai décidé, et la communauté a suivi, de vraiment fonctionner en ligue comme ils proposent en fait dans les kits qu'ils envoient aux boutiques. À savoir, tu viens jouer en boutique, tu gagnes des points, tu gagnes, tu perds, tu gagnes des points, tu remplis des défis rigolos, tu gagnes des points, etc. Et à la fin, celui qui a le plus de points, il gagne un badge, il gagne des cartes, etc. Machin. Et du coup, ça marche très très bien. Et l'environnement de jeu est hyper agréable et très débutant friendly du coup. Ok, très accueillant pour les débutants, ouais, c'est bien. Ouais, c'est trop bien. Franchement, j'ai rarement vu une communauté aussi saine pour l'instant, en tout cas dans un TCG, c'est vraiment très chouette. Et du coup, je suis très surpris qu'un TCG puisse proposer ça, en fait. Et c'est là où je me rends compte que ça ne vient pas que de la boutique, de l'asso ou du groupe de joueurs, en fait, mais ça vient aussi de l'intention de l'éditeur, en fait, du TCG à la base, qu'est-ce que j'ai envie que mon TCG soit, en fait. Et du coup, on va faire transition One Piece, parce que One Piece, par exemple, je trouve qu'il y a un côté très malsain, qui est un peu le même qu'il y a dans Yu-Gi ou dans Dragon Ball, c'est les promos que tu récupères en fait en boutique, qui sont des cartes exclusives, enfin, plus trop maintenant, parce que maintenant c'est que des reprints, mais qui sont des cartes exclusives en fait quand tu viens en tournoi. Et du coup, quand tu viens en tournoi, que tu gagnes, t'as ta winner, et dans ta winner, du coup, t'as une chance sur 4 d'avoir une des cartes en version winner, foil, machin, etc., qui vaut 20 balles ou 30 balles, tout dans le genre. Et le fait de proposer des cartes qui sont exclusives au tournoi, je trouve ça très malsain, parce que du coup, ça donne cette volonté compétitive en fait beaucoup plus. Et la volonté de l'éditeur, c'est, si vous voulez gagner ces cartes-là, il faut que vous soyez meilleur. Il ne faut pas juste que vous jouiez au jeu, en fait. Vous pouvez pas juste vous permettre de jouer au jeu, vous devez être meilleur. Et ça, j'aime pas, tu vois. Je suis assez d'accord avec toi. En fait, moi, j'aime pas le processus marketing de Bandai de base. On va mettre des cartes exclusives dans des starter decks, j'aime pas trop. Starter deck, c'est pour les débutants. Ça m'emmerde un petit peu quand les joueurs compétitifs, eux, ils doivent aussi acheter des starter decks. Quand chiant. Les cartes elles deviennent très méta, les starter decks se font scalper. Et donc du coup ils sont pas au prix d'un starter deck de base. Donc voilà, ça j'aime pas trop ce processus là. Et comme tu le dis, il y a aussi le processus de alors maintenant tu dis qu'ils ont mis en place des reprints, mais moi quand je vois Dragon Ball Super Card Game, qui était aussi un card game de Bandai, avant que ça soit des reprints, on est resté très longtemps sur des cartes à gagner en tournoi qui étaient exclusivement droppables du coup sur des tournois et qui étaient évidemment très déterminantes dans le metagame. Et donc on avait des promos pour des simples tournois en boutique, on avait des promos qui se monnayaient à 60-70 euros. Donc évidemment ça a amené énormément de concurrence et de compétitivité, comme tu le dis, pour de simples événements en boutique. Et pour moi l'équilibre parfait du TCG, c'est qu'en boutique on passe un bon moment, on est là pour s'entraîner et pour s'entraider. Par contre, quand il y a de la compétition, il y a de la compétition, mais on va sur des tournois pour ça, quoi. C'est ça. C'est sur ton local game store, on est là quand même pour passer un moment un peu chouette, quoi. C'est ça.
c'est le moment où... Moi, c'est une discussion, beaucoup de discussions que j'ai eues avec mes joueurs pour essayer de leur faire comprendre un peu la philosophie que je et que nous, entre guillemets, ma patronne et mon collègue, on essaye de donner dans la boutique. C'est ton local game store, en fait, t'y vas après ta journée de boulot. T'as pas envie de te faire casser la gueule par un mec ou t'as pas envie de ressortir frustré, en fait. Et du coup... Enfin, c'est ton moment de hobby, tu vois. C'est le moment où juste t'as envie de décompresser et t'as envie d'être tranquille, quoi. T'as envie d'être peinard et t'as pas envie qu'on te fasse chier. Et du coup, bah, si t'arrives et que t'as Jean-Michel Grinder qui vient en boutique parce qu'il veut absolument gagner sa promo tournoi à 60 balles, bah, ça donne pas envie d'y aller, en fait. Et du coup, la communauté, bah, soit elle est composée que de gens comme ça et du coup, bah, c'est pas super agréable d'y aller, soit il y a personne qui y va parce que bah, ça les intéresse pas, en fait. C'est là où je reviens sur l'Orcana, où eux, ils ont trouvé l'équilibre parfait, c'est-à-dire que pendant les 2 premiers sets, ils ont volontairement mis aucun compétitif en place. C'est-à-dire que tu n'avais que du jeu en boutique, avec aucune récompense, entre guillemets, aucune incitation à la compétition. Et seulement après, à partir du chapitre 3, quand la communauté des familles, eux, n'ont pas été gatekeepés à l'entrée, vous avez pu développer ce côté familial, et puis maintenant le côté familial, du coup ils sont croqués et ils restent sur le jeu, et maintenant l'Orcana met en place des événements compétitifs, mais qui sont des événements dédiés spécifiquement aux compétitifs. C'est ça. Il y a les deux. En fait, il y a les deux qui existent. Ils conservent les deux. Bon, moi j'ai pas eu mes Stitch, mais t'as tu peux venir jouer en boutique en ligue, et d'un autre côté, bah, si tu veux faire gagner des grosses cartes et trucs dans le genre, bah, là c'est bon, t'as un environnement compétitif et tu peux créer, t'as cet espace-là pour le faire, en fait. Ça c'est parce que Ravensburger, c'est un éditeur de TCG qui a vocation vraiment à faire les choses correctement, alors que Bandai, moi je leur tape assez régulièrement dessus à plein de niveaux, quand bien même en ce moment One Piece est en train de me croquer, parce que Bandai, c'est pas un éditeur de TCG, ils s'en foutent de ça. Un éditeur de produits dérivés. Ouais, Bandai, ils éditent des cartes sur une licence qui est porteuse actuellement. Ouais, c'est ce qu'on dit toujours. De toute façon, c'est avec mon pote Mathis là, qui a ouvert sa librairie, il nous dit toujours, il y a One Piece, le manga, et tout le reste, c'est du produit dérivé. Bah ouais, et le TCG One Piece Card Game, quand bien même il a l'air de se porter beaucoup mieux que tous les autres TCG que je connais de Bandai, quand bien même ils ont la volonté peut-être de le faire vivre plus longtemps que les autres, je pense qu'ils s'en foutent un peu d'essayer de créer une communauté saine, ou c'est pas leur... on va en parler, écoute. Moi, je vais te donner mon ressenti sur One Piece. Alors, One Piece, du coup, j'ai découvert vraiment au tout début parce qu'on l'a eu en boutique et j'avais acheté les tout premiers starters. J'ai commencé à faire des games et tout. Et j'aime bien One Piece parce que c'est des games qui sont rapides. C'est un peu le même... on en reparlera quand on parlera de Flesh and Blood, mais c'est le même ressenti que j'ai sur Flesh and Blood. C'est que c'est des parties qui sont assez rapides, qui sont très dynamiques. Le combat est très important, la gestion des attaques est hyper importante, en fait. Et c'est super plaisant à jouer pour ça. C'est ça que j'aime bien, en fait, c'est que c'est... Voilà, ça déroule et tout, et c'est chouette. Il t'a toujours un truc à faire, et tu peux pas vraiment stall, parce que t'as cette espèce de montée en puissance avec les dons, en fait, que t'as, en fait, et que tu peux attacher à tes personnages, et ça, ce que je trouve super malin. C'est que tu peux toujours booster tes personnages, en fait, pour faire des attaques plus importantes, et du coup, t'as pas vraiment de board stall, en fait. Et ça, c'est plutôt cool. Cependant, au-delà de ça, là, je me faisais la réflexion, parce que là, c'était vendredi dernier, j'ai pas eu trop de monde, donc je pouvais jouer, j'ai pu taper un peu le carton. Et je me rends compte que mon deck, qui n'a pas eu de support depuis l'OP2, je pense, il commence un peu à battre de l'aile, et le power creep, il est en train de passer des caps à chaque extension. C'est un truc de dingue. Ouais. One Piece, tu sens qu'ils sont en train de forcer les extensions, alors qu'on est à moins de 10 extensions. Hein. Enfin, il y a eu EB01 qui est sorti, mais en vrai, on est à 8 extensions. Ouais, 7-8, ouais. 7,5 parce qu'il y a EB01. Mais ouais, et le power creep, c'est un truc de dingue. Et genre, les leaders, tu vois, on parlait tout à l'heure de Flesh and Blood où tu pouvais quand même garder tes leaders pendant quelques temps. Là, c'est compliqué de garder ton leader plus d'un ou deux OP. Donc, je trouve ça un peu dommage à ce niveau-là. En tout cas, pour le compétitif. Encore une fois, parce que c'est un jeu Bandai et que Bandai, eux, ce qui les intéresse, c'est de vendre toujours le dernier set en date. Et donc, pour vendre le dernier set en date, où tu essayes d'avoir un game design assez malin, et c'est le cas de Magic, on peut leur taper dessus à plein d'égards, mais le game design reste quand même très très bon. Notamment là dans le standard, ils essayent d'éviter le power creep, ils essayent plutôt d'implémenter de nouvelles stratégies, mais qui ne sont pas forcément plus puissantes que les autres. Moi, je veux bien tirer sur Wizard quand il le mérite, et il le mérite à plein d'égards, mais je trouve que sur le game design, il reste encore assez bon, tu vois. Alors que Bandai, ils s'en foutent un peu, quoi. Ils veulent juste que le dernier set, il est plus fort que le set d'avant. C'est ça. Et ce que je trouve dommage, c'est que les designs des cartes One Piece dernièrement sont... Enfin, pas dernièrement, mais le design des cartes One Piece, c'est assez feignant, en fait.
c'est du on-play, je te gère ta bête et en fonction de la couleur, je te la gère d'une manière ou d'une autre. Je te la mets dans tes PV, je te la mets dans la trash, je te la mets en dessous de ton deck, je te la renvoie dans ta main, etc. Ouais. Et il y a des archétypes qui sont proposés, mais en fait, en vrai, c'est juste si ton leader il a tel type, et ben dans ce cas-là, tu as le droit de faire l'effet, sinon tu le fais pas. Et Ouais, c'est le jeu de cette famille, c'est comme un Dragon Ball. ouais, c'est un peu ça. Je vois très Mais bien. Ouais. d'un côté, je trouvais ça chouette au début, et d'un autre côté, bah, je trouve ça dommage parce que ça veut dire que du coup, tu es restreint à un leader, et du coup, bah, en général, c'est le leader de l'extension qui est en train de sortir, donc ça veut dire qu'il y a des cartes que tu peux pas jouer. Enfin, tu peux pas en fait implémenter tu peux pas juste prendre quelques cartes de l'extension et les mettre dans ton deck. Enfin, si tu veux jouer compétitif, encore une fois. Moi, ça fait depuis l'OP01 que je me tape mon deck Doflamingo 7 Warlord, qui pue la merde, mais que j'adore jouer. Mais du coup, enfin voilà, j'attends l'OP7 avec un. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. Et du coup, cette dynamique, elle est brisée d'autant plus quand un leader, lui, n'a pas de restriction et qui peut jouer juste les meilleurs staples du jeu. C'est ça. Sakazuki actuellement. Sakazuki et et Moria. Justement, voilà, ou Moria. Mais encore que Moria, il a ce côté un peu tribal de bon, tu joues quand même une certaine densité de cartes Thriller Bark dans ton deck, tu vois. Oui, bien sûr, mais elles sont bonnes en fait, donc tu vas les jouer. Ouais, complètement. Mais au moins, t'as un peu ce truc qui est l'équilibre de One Piece de t'es obligé de jouer un peu quelques cartes. C'est pour ça que j'appelle le jeu des 7 familles de la même famille, quoi. Alors que Sakazuki, alors oui, comme naturellement, t'as plein de cartes de la marine, tu peux jouer des cartes qui tuto des Marines, mais on s'en fout, parce que de toute façon, ton deck, il va. Mais voilà, on s'en fout, quoi. Tu fais juste de la gestion et de la draw. C'est ça. Et en soi, si tout le jeu était comme ça, c'était pas grave. Mais comme lui se démarque parce qu'il est moins tribal que les autres, bah, ça le rend plus fort. Bah c'est ça. Et du coup, il y a ce côté vraiment juste pile de staples en fait, bleu-noir, qui sont les meilleures couleurs de gestion c'est ça. Du jeu. Et du coup, c'était un peu dommage, quoi. Mais bon, de toute façon, il se fait ban dans pas très longtemps. Donc, Oui, j'ai vu ça en juin. Du coup, je partirai pas sur lui. Moria, c'est très fort. Il y a l'eau bicolore aussi, rouge-violet, qui est hyper fort aussi. Eh ben écoute, j'ai fait ma première vraie partie, parce que j'ai regardé pas mal de contenu. Comme je disais, moi, avant de me lancer dans un TCG, je mange d'abord des heures de contenu. Et puis là, j'ai eu un abonné qui m'a gentiment initié cet après-midi et j'ai joué Moria. Et c'était dur. C'était très dur à jouer. Ah ouais, tu trouves ? Ouais, parce que tu dois gérer toutes les cartes que tu as en trash. Donc la trash, c'est le cimetière, pour ceux qui connaissent pas One Piece. Et tu as des effets donc du coup qui demandent de baisser le coût des personnages de l'adversaire pour pouvoir les gérer avec tes personnages qui ont des effets d'arrivée en jeu, et tu dois coupler ça avec le fait que les capacités de ton leader demandent de gérer les ressources que tu as au cimetière pour faire revenir tes cartes sur le champ de bataille, et donc du coup faire revenir les bonnes cartes pour baisser le coût et les bonnes cartes pour gérer le board de l'adversaire. J'ai trouvé ça, pour un premier deck, c'est pas forcément celui que je conseillerais, quoi. Pour un premier deck, ouais, mais en vrai c'est un deck qui se pilote tout seul. Ok. D'accord. C'est vraiment un deck qui est... Une fois que tu sais un minimum jouer Moria, franchement, je l'ai vu jouer plein de fois, et à un moment j'ai dit à un mec, vas-y, prête-moi ton deck, je l'ai pris et il était là genre, ok, en fait juste t'attaques avec ton leader, tu trashes des cartes. Ouais, et je pense que quand t'es à l'aise avec le gameplay de base, ça va. Oui, bien sûr. Mais c'est vraiment... game, j'étais là en mode, bon, alors... Non, bah si tu veux faire des premières games avec un deck simple, tu prends Zoro, tu vois. ouais, bien sûr. Zoro mono rouge. Un esclave du metagame, moi. Ouais. Ben ouais, je crois. Ouais, enfin Zoro, il a toujours sa petite. Tu sais, Zoro, c'est un peu le deck burn. Ouais, mais j'ai vu que ça existait toujours, effectivement. C'est un peu le deck burn de One Piece, Zoro. C'est un deck qui est jamais trop mauvais et qui tient un peu en check certains autres decks. Donc et puis c'est un deck que tu joues depuis, qui est jouable depuis le début du jeu, et ça fait plaisir. Ouais, ça c'est cool. En vrai, parlant d'avoir un deck que tu peux jouer depuis le début du jeu, je fais une petite parenthèse sur Flesh and Blood qui est impressionnant à ce niveau-là. On n'est pas obligé de faire une parenthèse. Hein. On peut venir à Flesh and Blood. Le finaliste du dernier Pro Tour joue un héros, donc un leader, un deck donc, parce que c'est ton leader, ton héros qui va composer globalement le reste de ton deck, joue un leader de premier set de Flesh and Blood sorti il y a donc du coup plus de 3 ans. C'est qui joue ? C'était Dorinthea qui était en finale contre Dromai. Trop bien. Dromai, c'était un leader qui a fini par passer Living Legend, donc c'est l'espèce de rotation naturelle du jeu où quand un héros il a eu trop de points dans des tournois, il finit par être banni par les règles. Ça permet d'avoir une rotation naturelle du jeu. Et Dorinthea était un héros qui était toujours acceptable dans le metagame, mais qui gagnait jamais assez de tournois pour passer Living Legend depuis le début du jeu. Et donc on s'est retrouvé en finale de Pro Tour avec un deck qui avait 1 an et un deck qui avait 3 ans d'existence. Trop et bien. Ça, je trouve que pour consommer le jeu en tant que side TCG, c'est exceptionnel. C'est laquelle de Dorinthea ? C'est celle qui La toute première. Ouais, mais j'arrive plus à savoir c'est laquelle.
C'est celle qui, en gros, tu peux. C'est la deuxième attaque d'arme. Enfin, si tu fais ta deuxième attaque d'arme, elle gagne +1. Exactement. Ouais, ok, oui, je vois. C'est parce que c'est un des blitz decks. Ouais, c'est ça. Bah, tout à fait. Ça fait partie des premiers blitz decks qui sont sortis avec le jeu. Eh ben, parlons de Flesh and Blood. Et vas-y, parle-moi de Flesh and Blood. Flesh and Blood, j'ai tellement de hot takes sur ce jeu. Je trouve déjà qu'en termes de gameplay pur et dur, donc en termes de game design, c'est le truc le plus réussi qu'on ait fait depuis Magic. Magic parce que c'est le point de départ de tout ce dont on parle. Et donc forcément, comme Magic a tout inventé, quand bien même il a plein de défauts que notamment tous les TCG récents essayent de corriger, ça reste quand même un gameplay d'une profondeur et d'une richesse qui est inégalée et qui mettra très longtemps à être égalé, je pense. Mais Flesh and Blood, je trouve qu'on n'a jamais rien fait de mieux depuis Magic, quand bien même il y a plein d'autres TCG que j'adore. Il a cette force de ne pas avoir trop de filiation justement avec le gameplay de Magic, là où tu vois un card game Bandai, ça ressemble quand même aussi un petit peu à du gameplay de Magic, mais en édulcoré avec un côté flavor, quoi. Bah, One Piece, c'est Dragon Ball où ils ont corrigé 2-3 trucs, quoi. Ça, ouais, voilà, c'est ça. Mais qui Dragon Ball, lui, est dérivé un petit peu de Magic. Enfin, je veux dire, tes cartes, elles ont un coup de mana. Tu joues des ressources, juste, c'est pas des terrains. N'importe quelle carte de ta main est une ressource. Tu attaques. Enfin, ils ont quand même modifié 2-3 trucs, mais t'as quand même une sensation assez proche de Magic, là où Yu-Gi-Oh va beaucoup plus s'en éloigner, et Flesh and Blood aussi. Et l'élégance qui a été trouvée dans le gameplay de Flesh and Blood, qui est vraiment totalement novateur pour moi, je trouve ça exceptionnel. Ça donne une richesse mathématique au gameplay qui est folle. Et finalement, la filiation que tu peux avoir entre Flesh and Blood et Magic, elle est plus du côté du lore, qui est vraiment, on reprend un peu le côté fantasy que pouvait avoir Magic à ses débuts, et dans l'organized play où Flesh and Blood a repris tout ce que Magic faisait de bien avant, en fait. J'aime bien ce côté un peu je marche dans tes traces et je récupère j'apprends de tes erreurs. Je trouve en fait c'est exactement. Flesh and Blood c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit à chaque fois que je parle de Flesh and Blood. C'est élégant en fait, le jeu est tellement élégant, c'est malin, ça reprend tellement de choses que en termes de mécanique pure, ça reprend tellement de choses qui paraissent juste évidentes en fait. Une fois que tu as commencé à jouer à Flesh and Blood, tu te dis mais oui en fait, c'est ça que ça devrait être un jeu, et enfin un jeu où tu te fous sur la gueule avec quelqu'un d'autre en fait. Et en termes de lore, juste le fait de t'es un héros et tu te mets des droites et c'est trop bien en fait. C'est du PVP quoi. T'arrives, t'as ton stuff, tu fights un autre gars qui lui-même a son stuff. Petit à petit, vous allez vous épuiser, vos ressources diminuent, ton stuff se brise, tu peux plus te protéger. Tu finis par te taper avec des attaques de merde, à te mettre des mandales dans la gueule. Enfin, c'est deux guerriers qui s'affrontent sur le champ de bataille et à la fin, ils ont plus la force, quoi. Ouais, on en avait longuement parlé la dernière fois sur l'autre. Mais c'est une sensation de jeu pour ceux qui connaissent pas Flesh and Blood. Enfin, ouais. En fait, il y a un moment, je pense qu'au début où tu découvres Flesh and Blood, tu peux trouver ça un peu difficile. Je dirais pas que c'est le TCG le plus accessible, justement parce que tes compétences de Magic t'aident pas beaucoup. Pas énormément, du moins. T'as pas ce côté comme à l'Orcano où je vais me raccrocher à ce que je sais déjà de Magic. Quoi. Ouais, du CA ou. Qui c'est pas la même manière, quoi. Il y a quand même la notion de beatdown qui est hyper importante dans Flesh and Blood. Ouais, la tempo c'est encore même plus important que dans n'importe quel autre TCG, quoi. Avoir tout le temps le rythme de la partie qui a ton avantage. Mais du coup, je trouve que c'est pas le truc le plus accessible. Mais du coup, il y a un moment, et ça le fait à tout le monde quand tu joues à Flesh and Blood, où tu as un petit déclic, où tu comprends toutes les mathématiques du jeu, où tu comprends un petit peu le rythme et le flow dans lequel doit t'entraîner une partie, et tu as un espèce de choc mental en mode waouh, ok. Et c'est tellement kiffant. Je viens de comprendre un truc qui fait que ce jeu est fou. Ouais, c'est ouais, bon bref, le jeu est tellement kiffant pour ça, quoi. C'est trop bien. Et en plus de ça, au-delà des mécaniques de jeu et au-delà de l'organized play, est-ce qu'on parlerait pas un peu des produits ? Parce que paye tes produits en or. Blitzdeck, c'est 12 balles. C'est une base pour commencer à jouer. En plus, le format Blitz est hyper intéressant pour les débutants parce que c'est vraiment très simple. Enfin, c'est très simple. C'est une super porte d'entrée pour les débutants. C'est facile. C'est des parties qui sont rapides. Donc, du coup, tu peux vraiment enchaîner et explorer un petit peu en termes de héros ce que tu as envie de tester. Les Blitzdeck qu'ils proposent à chaque fois, je trouve très variés. Et du coup, ça permet de voir plein de choses différentes. Les boosters sont pas chers. Par rapport à des boosters. Ça fait partie des TCG les moins chers. Enfin voilà, l'économie du jeu est pas chère non plus parce que les seuls vrais
carte de pimp en vrai, c'est ton équipement et de temps en temps une Marvel ou des trucs comme ça, mais sinon la plupart des cartes sont abordables. Enfin, en tout cas, tu peux jouer de manière budget et avoir de très bons decks. Enfin, Complètement. Ça, c'est un argument que je reprends souvent. Enfin, un de tes arguments que je reprends souvent, c'est que les améliorations que tu peux faire, c'est vraiment des pourcentages que tu vas gratter, mais sinon ton deck, en fait, il est largement compétitif, en fait, sans avoir à débourser des 100 et des 1000, quoi. C'est la puissance de Flesh and Blood, c'est que qu'importe le héros que tu joues, tu finiras toujours par être méta à un moment. Oui, c'est vrai. Et même si t'es pas méta à un instant donné, la connaissance et la pratique de ton héros te permet de gagner contre quelqu'un qui est pas préparé ou qui est moins fort que toi. Il y a vraiment une espèce de richesse à Flesh and Blood qui fait que rien n'est une mauvaise option. Alors évidemment, à un niveau très compétitif, on a quand même des héros qui vont se détacher. Mais si moi demain j'affronte un héros contre lequel j'ai jamais joué parce que justement il est pas méta, si je ne sais pas jouer contre lui, je risque de perdre. Et ce qui fait qu'en fait, quand tu joues un héros à Flesh and Blood, t'es pas sur un héros qui est nul, t'es juste dans le futur en fait. Tu sais pas encore. Et c'est trop bien, tu vois. Actuellement, Katsu, c'est le tier 1 de Flesh and Blood. Katsu, c'est un leader qui est sorti pareil que Dorinthea dans le premier set et qui a quasiment jamais été tier 1, tu vois. Mais là, actuellement, c'est top. C'est souvent ce qu'on dit, moi c'est souvent ce que je dis à des joueurs qui commencent à se mettre à du compétitif dans un TCG, c'est joue pas un deck méta, joue un deck avec lequel t'es à l'aise. Peu importe le TCG. C'est encore plus vrai dans Flesh and Blood. Et c'est encore plus vrai dans Flesh and Blood, et c'est ça qui est trop kiffant. Mais tu vois, par exemple, moi j'ai découvert le moderne avec Seismic Swans. J'avais envie d'avoir un deck moderne pour jouer en moderne, et à Magic, du coup, jouer Seismic Swans. C'est un deck où il y a 41 landes, et il y a une pauvre combo débile, mais en vrai, c'est un deck que je joue depuis hyper longtemps, et du coup, je connais par cœur. Et je sais exactement ce que le deck veut faire, je connais la tempo du deck, et contre un deck méta, je me fais éclater, mais je me débrouille très bien parce que je maîtrise mon deck, en fait. Et Flesh and Blood, c'est ça, en fait. C'est si depuis le début, t'as joué avec un héros, et que tu kiffes ton héros, et que tu l'améliores un peu par-ci par-là avec des cartes que tu vas changer dans le deck, ou tu vas changer de temps en temps une petite pièce d'équipement, ce genre de truc, mais tu connais son gameplay, en fait, tu vas pouvoir le jouer en fait pendant hyper longtemps, et il n'y a pas de raison que tu perdes. Et tu as une rejouabilité qui est telle, un niveau de progression qui est tellement immense, et des mathématiques à haut niveau qui sont tellement complexes, que tu vas pas te lasser de jouer et de rejouer avec ton héros. Et quand bien même ton héros il devient méta, et qui commence à glaner des points sur les ProQuest, sur les nationaux, sur les Pro Tours, et qui finit par être banni par les règles du jeu en devenant une légende vivante, mais en fait c'est pas perdu, parce que tout ce que tu as investi dans ton deck autour d'un héros, je prends l'exemple de Katsu, admettons, mais en fait Katsu c'est un ninja, donc toutes les cartes que tu vas jouer dans ton deck, c'est des cartes de la classe ninja. Et si Katsu il est banni, mais tu as d'autres ninjas dans le jeu qui vont juste prendre la place de Katsu et te permettre de continuer à jouer avec tes cartes. Et l'équilibre tout l'à côté du jeu de Flesh and Blood, au-delà de son gameplay, je connais aucun TCG qui est aussi sain. Ouais. La banlist est toute fine en plus, si je me trompe pas. Elle est assez fine, non, c'est vrai. Elle est vraiment toute petite, et j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de bans réguliers ou ce genre de choses comme dans d'autres TCG par exemple. Non, c'est rare, puis ça se régule tout seul, du fait que quand les héros gagnent trop, ils finissent par partir d'eux-mêmes. Non mais clairement, ça c'est hyper malin aussi. Pour donner une idée un peu de la richesse du jeu, moi j'ai commencé Flesh and Blood en achetant 6 Blitz decks. J'ai pris les 6 Blitz decks de... j'ai oublié le nom de set de réédition, mais on s'en fout. HP1, History Pack. History Pack, tout à fait. J'ai acheté les 6 Blitz decks History Pack, et j'ai fait je sais pas combien de parties juste avec ces 6 decks là sans les modifier. Et le jeu est tellement riche, ne serait-ce qu'avec des Blitz decks tout pourris, avec des cartes vanilla et tout, parce que c'est que de la micro-décision en permanence. Et du coup, t'as des parties qui se ressemblent jamais en fait, et c'est ça qui est kiffant. Donc, je suis d'accord. Oh, vous avez compris, on est fan de Flesh and Blood ici. Moi j'aimerais tellement avoir une communauté dans ma boutique Flesh and Blood, mais il n'y a personne qui veut jouer. C'est dur, ça prend peu en France par rapport aux pays de l'Est en Europe et aux États-Unis. Là, avec Part of the Mistveil, qui est donc la nouvelle extension qui sort fin du mois, il se lance au Japon. C'est un set qui est très attendu au Japon, et le jeu est tellement bon pour vous dire que les Japonais ils jouent en anglais. Vous connaissez le niveau d'anglais des Japonais, et franchement les faire jouer à un TCG qui n'est pas traduit en japonais, c'est incroyable. Mais ça fait plusieurs mois qu'ils jouent à Flesh and Blood, parce qu'ils ont reconnu l'excellence du jeu, et là ça y est, ils ont une sortie japonaise avec les cartes traduites en japonais pour Part of the Mistveil, et
franchement, si ton TCG il mord au Japon, enfin, je leur souhaite, hein, c'est Mm. peut-être l'explosion qu'attend Flesh and Blood pour devenir un peu plus mainstream. Et ils ont des illus exclusifs, non, à la langue. Ouais, alors je crois qu'ils vont avoir des illus exclusifs pour les AP, effectivement. C'est probable aussi qu'ils aient un set de réédition qui leur soit propre. Tu vois, Genre comme nous, on a eu leur, HP1 et HP2. Moi, ce que j'allais dire, ouais, genre leur history pack à eux. Voilà, pour que eux puissent commencer aussi à récupérer les anciennes extensions. Et je sais que dans cette history pack propre au Japon, on n'a pas encore connaissance de ce qu'il y aura, mais ils auront évidemment probablement des héros Marvel exclusifs. Bref, pour les collectionneurs, ça va être une folie, évidemment. Et pour eux, je trouve que c'est malin de la part de Flesh and Blood d'aller... Dès qu'ils ont vu que, putain, notre jeu, il prend un peu là-bas, alors que c'est pas du tout la cible. Ok, on met la max et... Alors, ils sont pas cons, hein, Part of the Mist Veil, c'est une extension qui est très culture Jap, quoi. C'est clair. Donc, Je pense que ton TCG, il perce au Japon, qui est le pays du TCG, c'est ouais, t'es plutôt bien. un peu la classe. Mais effectivement, s'il y a un reproche... Bon, en vrai, s'il y a 2 reproches que je pourrais faire à Flesh and Blood, le premier, c'est moche. Moi, j'aime pas. Et Ok. non, mais j'aime pas tout ce qui est... Enfin, en vrai, tout ce qui est Medfan très classique et très consensuel. Bon. Je te rejoins, moi, pas tant sur le fait que ce soit moche. Je trouve juste qu'en termes de lore pur et dur, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, bon, c'est de la fantasy, mais genre classique, quoi. Oui, non, mais c'est vraiment classique. C'est la base de la fantasy. Il y a des guerriers, des brutes. Ouais. Et les frames sont pas super friendly non plus, des fois. Il y a des trucs qui sont pas forcément très lisibles, je trouve. Je vais donner un exemple. Combien de fois j'ai un adversaire qui m'a joué une réaction de défense sans payer la mana? D'accord. Sans pitch de carte. En fait, tu vois, parce que tu fais pas la différence en fait entre une carte qui défend normalement, enfin que genre une attaque qui défend ou une carte qui bloque et ouais. Et du coup, il y a pas de truc qui change et en plus c'est en bas à droite, donc c'est pas forcément évident. Bref. Bah, bon. C'est le défaut que j'essaye de trouver à Flesh and Blood parce que j'aime bien quand même, surtout quand j'encense un jeu comme ça, j'aime bien aussi avoir une petite prise de recul et essayer d'être un peu objectif dans l'idée. C'est difficile quand même. Hein. Je trouve pas que ce soit le jeu le plus accessible. Mais justement, si c'est donner un défaut. Bah voilà, bah c'était mon deuxième défaut. En vrai, c'est le défaut principal. Je pense que c'est un jeu qui est pas du tout accessible et qui est vraiment pour joueurs de TCG. C'est vraiment un TCG pour joueurs de TCG. Ouais. Et ça ne se joue que en deuxième TCG à mon sens. Sinon, c'est vraiment dur en fait à. C'est dur de rentrer spécifiquement par lui. Il y en a qui arrivent, hein, mais c'est pas le plus simple. Ouais, mais même si tu rentres là-dedans, c'est parce que t'es joueur de jeux de société, parce que t'es joueur de... Oui, c'est vrai que c'est bizarre de venir de nulle part et de te mettre spécifiquement à Flesh and Blood du fait que le jeu soit pas encore assez connu actuellement. Bah c'est ça. Puis ou alors faut vraiment que t'aies des potes qui soient mordus et trucs dans le genre, mais bon ça compte pas, ça triche un peu quoi. Ouais. Donc je suis d'accord, c'est pas le plus accessible. En fait, Flesh and Blood, tu vas pas te rendre compte que c'est bien tant que t'auras pas fait 4, 5, 6, 7 games quoi. Et par contre, quand tu vas te rendre compte que c'est bien, tu vas te rendre compte que c'est pas mal mieux que tout. mais tu vois, non mais c'est vrai, c'est fou. Mais par contre, quand tu joues à l'Orcana, première game, tu te dis ah ouais, c'est cool, ok. Tu vois, première game de Star Wars Unlimited, même avec des préconstruits, tu dis waouh, ok, incroyable. Vas-y, parle-moi un peu de Star Wars Unlimited pendant qu'on fait une petite transition. Parce que moi, j'y n'ai pas touché, je sais pas comment ça se joue, je n'en ai pas en boutique. On a décidé de pas en prendre en boutique, donc. D'accord. Okay. Vas-y. Bah, c'est un TCG aussi qui brille un peu comme certains card games de Bandai ou comme Flesh and Blood par le sentiment le sentiment d'avoir des mécaniques qui collent à la licence. C'est-à-dire que quand tu joues à Star Wars Unlimited, tu as un leader, tu as une base, tu déploies tes unités, des unités terrestres, des unités spatiales, tu attaques la base du leader adverse, le leader peut se déployer comme une unité. Vraiment, j'ai la sensation d'être dans un film de Star Wars. J'ai la sensation de commander l'armée des rebelles et d'affronter l'Empire. Et ça, dès la première game, t'as cette sensation de « Ok, je prends juste du plaisir à ce qui se passe ». C'est pas forcément la complexité du jeu, les mathématiques du jeu qui vont direct venir m'attraper comme ça peut être le cas pour Flesh and Blood. Non, je prends juste purement et simplement du plaisir à décliner l'univers de Star Wars dans mon gameplay. Ouais, et sur ça, ils sont très très forts. T'es accroché par la licence et t'es plongé dans l'univers de Star Wars, quoi. Ouais, complètement. Mais vraiment, en termes de plonger dans l'univers de Star Wars par le gameplay, j'ai rarement vu un truc d'une si grosse puissance, quoi. C'est vraiment très réussi. Ok. Et puis après, je trouve que le jeu, si on arrive plus dans la finesse du game design, je trouve que le jeu est malin. Tu sens que ça a été... Quand bien même, je sais que les éditeurs du jeu, donc Fantasy Flight Games, ont coulé d'autres TCG et ont pas très bonne presse dans le milieu, je le sais. Mais moi, je vois quand même, je vois pas mal de TCG, je vois quand même des gars qui connaissent le TCG et qui ont
plein de petits trucs un peu malins pour corriger des trucs qui sont pas trop clairs dans les autres TCG. Tu vois, un exemple, à Star Wars, quand ton unité elle arrive, quand tu déposes donc ton personnage sur ton champ de bataille, bah, il arrive directement incliné. Et ça permet un tracking visuel naturel de cette unité-là, elle peut rien faire ce tour-ci, parce qu'elle arrive inclinée. Alors qu'à Magic, ta créature, elle arrive sur le champ de bataille, ça arrive combien de fois que ton adversaire il t'attaque avec une créature qui n'a pas la célérité, juste parce que son tour a été un peu long. Et en fait, Star Wars, c'est plein de petits ajustements dans son gameplay qui fait que tout est très clair, tout est très bien pensé. Pareil, on est capable de mitiger aussi la différence entre... Moi, j'adore dans les TCG quand la dynamique de commencer ou de ne pas commencer a de l'importance et surtout n'est pas trop à l'avantage du gars qui commence. Et en fait, à Star Wars, c'est un peu comme à Altered, tu te réponds, c'est-à-dire que tu as un tour partagé, tu joues une carte, ton adversaire joue une carte, tu joues une carte, ton adversaire joue une carte, et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour partagé. Et donc vous me direz, il y a bien quelqu'un qui commence le tour, oui, sauf qu'à n'importe quel moment dans le tour, tu peux décider, au lieu de jouer une de tes actions, de prendre l'initiative. Et prendre l'initiative, ça met fin à tes actions, mais ça te permettra, toi, de commencer le tour d'après. Et je trouve ça tellement malin. J'aime bien ces TCG du coup comme Altered qui apprennent en fait des jeux de société en fait, tout simplement. Ouais. Et qui ont compris que pour faire un bon jeu, il faut juste faire un jeu en fait. Et il faut pas juste faire un produit à collectionner. Et du coup, c'est malin. J'ai plein de reproches à faire à Altered. On peut en discuter après si tu veux. Bien sûr. Mais je trouve ça malin en fait qu'ils aient ces idées-là et ces prises de recul-là en fait sur leur design. Et donc c'est plutôt cool. Du coup, oui, donc Star Wars, c'est sorti il y a... Parce qu'il y a C'est sorti au mois de mars, le 7-1. Ça a été l'explosion. Hein. Ça a été victime de son succès, alors que c'était un succès qui n'était pas attendu. Toutes les métriques lors de, des teasings, de l'annonce de l'arrivée du jeu, tout le monde était un peu au plus bas. Toi, carrément, ta boutique a décidé de ne pas se positionner dessus. Et au même titre qu'énormément de boutiques. Et on ne sait pas trop expliquer pourquoi, sûrement parce que le jeu est bon et tant mieux pour lui. Ça a été l'explosion, ce qui a amené des grosses pénuries, notamment sur les cartes françaises. En même temps, on est dans l'ère du multi-TCG, les imprimeries elles sont pris d'assaut et carte à Mundi, et forcément, on pense à si toi. Et si tu as des créneaux de réimpression, tu privilégies tes réimpressions anglophones pour ton marché le plus important. Ouais. Tu peux pas leur jeter la pierre, mais voilà. Donc du coup, c'est sorti en mars et malheureusement, c'est out of stock partout, quoi. Ouais, c'est un peu triste, mais bon, comme ça. Et de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il n'y a pas du tout de réimpression qui sont prévues pour l'instant, en tout cas. C'est absolument pas annoncé de reprint français. Il y a du reprint américain qui va être détourné pour l'Europe. Donc si les gens veulent jouer, ils peuvent jouer en anglais. Ouais. Mais pour ceux qui veulent des cartes français, notamment pour les nouveaux entrants dans le TCG, je comprends qu'ils ont envie de jouer en français. Va falloir partir sur le 7-2. Mais t'as vu que le 7-2 aura pas beaucoup plus de quantité parce qu'on sait que les TCG, quand même, il y a plusieurs sets qui sont designés à l'avance et donc tes quantités, elles sont prédéfinies. Il y a une inertie qui est pas négligeable, ça c'est sûr. Ouais. Et je pense pas qu'ils soient capables de... S'ils sont pas capables d'avoir plus de quantité sur le 7-1, je crois pas qu'ils soient capables de s'insérer dans les calendriers de production pour le 7-2. Donc pareil, un peu comme l'Orcana, je pense que tu auras une retour à la normale vers le 7-3 ou 4 pour Star Wars. Un peu comme One Piece aussi, même si ça continue les pénuries de One Piece là, sur les différentes extensions. Mais en vrai, sur le 7-3, enfin sur l'extension numéro 3 de One Piece, ça s'est un peu corrigé. On a pu rediriger un peu plus, recalibrer un peu plus aussi les quantités qu'on commandait. Et là, alors de manière totalement inexpliquée, pour faire une toute petite digression du coup en termes de produits, sur One Piece, en octobre, il y a PRB01 qui va sortir avec 6 starters qui vont être normalement que du reprint. PRB01 en tout cas censé être du reprint. Les starters, il y a moyen qu'il y ait des cartes qui est du reprint et des nouvelles cartes. On n'est pas encore trop sûr. Mais aussi de manière un peu inexpliquée, je vais recevoir en boutique, que je vais évidemment payer, mais je vais recevoir une case de l'OP1, une case de l'OP2. Mais j'avais vu passer qu'il y avait des reprints d'OP1 et d'OP2. Et c'était un peu surprenant. je sais pas trop d'où ça sort. C'est une bonne nouvelle, mais alors je pense que c'est une bonne nouvelle pour les collectionneurs, mais pas tellement pour les joueurs, parce qu'on l'a rappelé, Bandai, Power Creep, les dernières extensions sont souvent meilleures que les premières. C'est pas entièrement vrai.
Il y a toujours de l'OP1 et de l'OP2 qui est joué en méta, c'est pas des grosses cartes, Ok. mais... Il y a quelques staples. Ouais, mais il y a quand même quelques staples qui traînent par-ci par-là, quoi. C'est pas non plus des trucs renversants, mais Ouais. il y a des cartes qui sont toujours jouées et qui seront toujours jouées, tu vois. Des cartes, à moins qu'ils printent une carte strictement meilleure. Ouais. Bah, je bah, y vois a- Borsalino par exemple. Ouais, Borsalino par exemple, ou en vert notamment. Moi, je pense à une carte qui a une mécanique qui est très unique pour l'instant, c'est le Kid A8. Je sais pas si t'as déjà eu l'occasion de jouer contre cette merde. Non, pas du tout. C'est en gros c'est un caractère, c'est une 8000 pour 8 qui a quand elle a Activate Main, tu l'inclines et tu peux jouer un personnage à 3 depuis ta main. Mais surtout, tu lui accroches un don et ton adversaire est obligé de l'attaquer. Ok, ah d'accord, ah ouais, donc c'est un rempart, c'est un tank. Ouais, c'est un gros rempart en fait. T'as une 8000 en fait sur le board que t'es obligé de taper et que du coup tu peux aussi défendre en fait avec des blocs. Mais du coup, toi ton leader il prend pas, tes personnages à côté ils prennent pas Ouais, et d'accord, ok. t'es obligé d'attaquer en fait ça et voilà, c'est une mécanique un peu unique je trouve en tout cas dans One Piece et ça je pense que tu vois ça sera une carte qui sera toujours jouée en fait dans One Piece parce que à moins qu'il y ait Strictly Better mais c'est une carte qui a une mécanique un peu particulière et qui fait que je pense que ce sera toujours joué. Enfin, bref, Ok. voilà, c'était la petite parenthèse One Piece. De qui on n'a pas parlé? On n'a pas parlé d'Alterne. On n'a pas parlé d'Alterd, on n'a pas parlé de Pokémon, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop la culture du jeu Pokémon en Europe, c'est plus aux États-Unis et au Japon. Je suis capable d'en parler, mais je suis pas sûr qu'on ait trop l'audience que ça intéresse, quoi. Mais on peut parler d'Alterd parce que On ça peut fait parler l'actualité. d'Alterne. Ouais. Ouais, carrément. Surtout que ça arrive très bientôt là. Ouais, complètement. On peut parler aussi de Rise TCG, c'est un TCG indépendant français qui sort sa version française, donc j'en place une petite quand même. C'est intéressant aussi d'avoir des initiatives françaises, voilà, designées par un passionné et qui à la base en plus, c'est difficile de faire du multilangue quand t'as pas déjà un gros public entre guillemets. À la base, ils voulaient pas forcément faire de français et puis comme il y a eu une grosse demande quand même et comme la plupart des boutiques qui veulent présenter le jeu ont besoin d'avoir du jeu en français, et ben la bêta de Rise TCG la sort là, je crois que c'est demain le jour de sortie, sort en français. Ok. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent découvrir ce TCG indépendant, vous avez accès à des cartes françaises, ce qui était à la base pas forcément le cas. Et pourquoi je dis bêta? Parce que c'est un jeu qui est sorti en Kickstarter en fait l'été dernier. Ok. Donc là c'est le reprint, donc voilà, je le mentionne. Mais parlons d'Alterd parce que lui effectivement fait l'actualité et lui sortira directement en français. Et c'est aussi un TCG français et ça c'est cool. Eh ben parlons d'Alterd. Alors Alterd. Alors moi j'y ai joué et je t'avoue que quand on parlait tu vois d'univers et de... Je vais commencer par le négatif et je pense que tu vas rattraper parce que je crois que t'es un peu plus hypé que moi sur Alterd. Ouais, mais j'ai du négatif aussi, j'ai des deux à dire. Et alors moi j'y ai joué et j'ai pas trouvé grand intérêt mais c'est parce qu'en même temps on m'a vendu le truc comme étant comment dire, un jeu de société. Un jeu de cartes qui se voulait être un jeu de société. Donc moi j'ai dit vas-y go banco et j'ai trouvé que c'était pas un bon jeu de société en fait. Et du coup je suis assez mitigé sur le jeu en tout cas. Désolé Charles si tu m'écoutes mais Moi, je pense qu'il t'en voudra pas de donner un avis honnête et sincère. Non bien sûr. Mais j'ai trouvé que le jeu était un peu mou en fait dans ce que ça proposait et surtout la thématique. Il y a une thématique qui est quand même relativement forte et je ne la retrouve pas dans le jeu en fait. Avec un pote, on trash talk un peu le jeu en disant que pour simplifier l'histoire de Alterd, c'est j'ai perdu mon chien. Ouais, c'est un peu ça, c'est marrant. En fait, tu ressens pas la thématique de l'aventure, de l'expédition. C'est ça, alors qu'il y avait vraiment des choses super à faire, genre, on réfléchissait plutôt que d'essayer de retrouver ton compagnon, c'est plutôt une piste qui est montante, et c'est toi en fait et ton compagnon qui allez essayer de monter en fait tous les deux vers une piste ou vers le milieu, où il y a une relique au milieu, tu vois, que tu essayes de récupérer, mais que l'autre peut récupérer aussi, qui va attirer vers lui, ou des trucs dans le genre, tu vois. Mais en termes de lore et de flavor, ça serait plus incitatif, je suis d'accord, mais par contre, ça empêcherait ce qui pour moi... et une des saveurs de Alterd, d'avoir justement ce multiplan. C'est-à-dire que du fait que tu aies ton compagnon qui soit perdu à gauche et donc du coup toi qui doives retrouver ton compagnon sur la droite, ça te permet de te battre sur deux plans distincts. Oui, bien sûr, mais t'aurais pu avoir ça en fait. Tu vois, pareil, je donnais un exemple. On a un personnage. Moi, je suis à gauche et toi, t'es à droite sur une piste, et au milieu, il y a une relique. Et du coup, on se bat à la fois pour faire avancer son personnage et à la fois pour faire une espèce de tir à la corde. L'autre, tu sais, pour faire une espèce de tir à la corde sur la relique qui va se déplacer, tu vois, par exemple.
où Ok. tu vas avoir une piste en fait qui est une piste en fait de tu veux monter en fait pour, je sais pas, tu veux genre grimper les marches d'un temple par exemple, tu vois. Mais on doit être 2 pour ouvrir les portes du temple, tu vois, donc il y a toi et ton chien. D'accord, je vois. Mais c'est plus, tu Et vois. du coup, ce qui t'a le plus gêné, c'est le flavor, c'est-à-dire les sensations de jeu liées à l'univers. Ouais, c'est ça. En fait, ça a pas trop de sens, je trouve, de devoir poser des personnages d'un côté pour pouvoir avancer, parce que t'en as plus que ton adversaire. Enfin, tu vois, c'est pas logique en fait. Ok. C'est- Tu veux... Mais il faut que tu joues à Star Wars alors. Tout est logique. Et parce que, attention, là, je me fais avocat du diable. Vas-y, de toute vas-y. façon, il faut qu'on ait un équilibrage là-dessus. En fait, quand tu dézoomes vachement, un des jeux les moins flavor, et les gens vont me hurler dessus, mais c'est Magic. Oui, ah bah carrément, ouais. Parce que Magic, à la base, hein, t'es censé être un invocateur qui tire son énergie du mana, donc de tes terrains, pour invoquer des créatures. Et franchement, maintenant, le flavor, c'est plus du tout ça. Le flavor, c'est juste lié aux extensions. C'est-à-dire, ok, quand tu cibles une bête, ça fait un crime dans Outlaw. Oui. Tu vois, c'est pas le... Je veux dire, Magic, c'est pas giga flavor et ça nous empêche pas de kiffer, tu vois. Bien sûr. Mais c'est un biais parce que bah, j'ai commencé avec Magic et que je pourrais pas m'arrêter. Mais c'est vrai que Magic, quand je joue à Magic, je me sens pas immergé comme quand je joue à Flesh and Blood ou à Star Wars, là, pour l'exemple que je donnais. Ouais, je te rejoins. C'est vrai que peut-être que tu as moins d'immersion avec Altered. Ouais. Ce qui en fera pas forcément un mauvais jeu pour plein d'autres raisons, quoi. Mais effectivement, c'est vrai que je vais moins avoir cette sensation de Flesh and Blood où, ok, je suis réellement un gars en armure qui va fighter un autre gars, quoi. Bah, c'est ça, et je trouve ça dommage en fait, parce qu'il y a un univers qui est beau en fait, il y a vraiment un univers qui est beau, qui est ultra riche et tout, et il y a un peu ce raté, je trouve, à ce niveau-là. C'est vraiment le seul petit reproche que j'aurais à faire, en tout cas, à ce niveau-là. Je peux entendre. Ce que j'aimais bien, moi, comme tu le dis, Altered, t'as l'impression que c'est un peu le TCG qui vient du monde ludique, et de toute façon, le créateur vient du monde ludique. C'est le cas, ouais. Et tu vois la plupart des personnes qui parlent de Altered, font du contenu sur Altered et ont kickstarté Altered, sont, au-delà d'être d'autres joueurs de TCG, sont aussi des joueurs qui viennent du jeu de société, quoi. Il y a vraiment cette porte d'entrée qui a été voulue par Altered et qui, à mon avis, va bien fonctionner pour eux. Oui, je pense aussi. Moi, le seul vrai reproche que j'ai à faire à Altered, parce qu'en termes de pure sensation, de mathématiques de jeu, je parle. Donc la sensation de la richesse du gameplay pur et dur, sans parler de l'assimiler à ce que veut me raconter une partie, hein. Je les trouve très bonnes. La rejouabilité est cool. Dès que tu prends 2 préconstruits à Altered, que tu commences à déployer tes unités à droite, tes unités à gauche, que tu essayes d'avancer sur le plan, que tu essayes d'empêcher ton oppo d'avancer et tout, je trouve que c'est direct très riche, très stimulant, très intéressant. Moi, le seul reproche que j'y ferai, et c'est probablement parce qu'il vient du monde ludique, je trouve que c'est dur de traquer tout ce qui se passe sur le terrain. Oh ouais. Je trouve que pour le cerveau, en fait, c'est très usant, parce que en fait, vous avancez de terrain en terrain. Chaque terrain sont des biomes. Les biomes sont constitués de plusieurs éléments, 1, 2 ou 3 éléments. Et donc, tu dois regarder la statistique de ton personnage sur quelle puissance il est sur tel biome, mais en même temps, regarder toi, ton petit jeton, sur quel biome il se place. Regarder l'adversaire, lui, quelle est la statistique de son personnage, qui du coup est censé faire avancer le jeton qui est positionné sur un terrain qui a tel ou tel biome qui est mis en avant, et donc du coup ça fait beaucoup de données à traiter en fait. Ouais, c'est ça, je trouve que c'est pas lisible. Il y a beaucoup de données à traiter sur Altered. Alors une fois que tu les as, une fois que tu l'as acquis, le jeu il est super cool, mais par contre je trouve que c'est très tu vois, tu joues à l'Orcana, tu poses des personnages et tu les engages, fin, il ne passe rien d'autre. C'est en fait ce que j'aime bien dans Flesh and Blood, c'est que t'as pas besoin de matos pour jouer. T'as juste besoin d'un truc pour compter les points de vie, et à la rigueur, une grosse pièce ou un dé pour compter les comment ça s'appelle, les énergies qui te restent. Tout à fait, ouais. C'est des jeux qui nécessitent peu de board, peu de tracking visuel. C'est ça. Et c'est pour ça que tu as en même temps, oui, vas-y. Altered, ça vient du monde ludique. Ouais. Et genre, c'est très fit avec cette ambiance-là, d'avoir des jetons, d'avoir une map, mais des pions. En fait, tu vois, quand tu joues à un TCG, je te dirais un autre truc. Je dirais un truc con parce que c'est plus le cas maintenant, mais quand tu joues à Magic, tu ramènes ton deck et c'est tout. Là, tu dois ramener ton deck, ramener les cartes pour le plateau central, ramener tes jetons parce que tu sais que tu vas avoir besoin de jetons pour plein de trucs. Et c'est pas... Tu vois, on parlait d'élégance, je trouve pas ça élégant. Et une des raisons pour lesquelles j'aime le Dan Dan, c'est que j'ai juste besoin de ramener ma boîte et de la poser sur la table. Ouais.
Tu vois, tu veux plus jouer en standard, du coup, Bambi, parce que moi je trouve que justement Magic a perdu ça. Hein. Quand tu te ramènes avec un deck raffine, que tu dois avoir tes compteurs de raffine, que tu dois avoir tes compteurs d'invitation au mariage, que l'invitation au mariage pop des tokens, mais c'est pas les mêmes tokens que tes lignes blanches. Tes lignes blanches qui vont remettre des marqueurs sur toutes tes cartes. Si tu joues tes petites sirènes, elles créent des token maps, mais tu as aussi des indices qui peuvent être générés. Et moi, ça, c'est un truc qui me saoule à Magic, d'avoir autant de game object. Bah c'est ça, c'est dommage d'avoir besoin d'autant de trucs pour devoir traquer en fait le game state, c'est dommage. Après, je dis ça, dans Flesh and Blood, en vrai, il y a des tokens aussi, hein, donc en vrai, je fais un peu l'avocat du diable aussi. Hein. Oui, bah si tu joues Dromai, oui, tu vas en avoir partout, mais bon, si je t'assure que Bravo, je peux venir presque sans dé même. Qu'est-ce que c'est beau, Bravo. Ouais, bon, c'est pur, quoi. Non, mais je comprends, mais en même temps, je trouve que c'est... En fait, on lui fait le reproche de sa DA, c'est-à-dire que moi, si je joue à Altered, je sais pourquoi j'y joue, et c'est dans la DA d'Altered d'avoir des dés, d'avoir des petits tokens, d'avoir des pions, et je joue à Altered pour ça, quoi. Après, je sais que c'est vers ça que je vais, quoi. Après, l'avantage, et du coup, ce que j'aime bien avec ce genre de choses, c'est que du coup, tu peux personnaliser aussi beaucoup ton expérience de jeu. Je vois par exemple à l'Orcana, il y a un mec qui s'est acheté des... je sais plus c'est quelle boîte qui fait ça, mais il s'est acheté des espèces de petits pions de dégâts, et il a acheté une espèce de set de pions, et c'est magnifique. Et c'est super beau, et tu vois, et quand il attaque, machin, il met les pions de dégâts sur le truc de son adversaire et tout. Ouais, et complètement. Et c'est super joli, et du coup, ça donne une expérience jolie. Mais c'est vrai que je t'avoue que pour avoir testé Altered au travers de les préconstruits avec les petits jetons en carton, bon, ça fait moins rêver. Ouais, mais alors t'auras la gamme de Game Genic qui, eux, vont avoir les tokens qui sont donc du coup brandés Altered et qui, évidemment, vont donner une expérience de jeu visuel beaucoup plus sympathique parce que t'auras des petits tokens en acrylique un peu sympa et tout. Mais ok, mais je comprends ce que tu peux reprocher à Altered, mais moi, je trouve que c'est aussi un peu sa force, quoi. Si tant est qu'on ait envie d'aller dans ce truc-là, c'est un peu le jeu de plateau, presque. Dans ce cas-là, tu fites avec ça. Et à côté de ça, par contre, en termes juste de pure rejouabilité, moi j'ai été étonné juste avec des préconstruits à quel point j'ai kiffé enchaîner les games. Ok. J'ai trouvé que... Et puis il y a un peu ce truc où la difficulté est vraiment croissante. À chaque game nouvelle que tu joues un petit peu mieux. Et c'est pas vraiment comme dans certains TCG où tu as des plafonds de verre que tu dois briser pour prendre un up d'un coup. Là vraiment tu apprends petit à petit de nouvelles choses à chacune des games sans qu'il y ait un gros plafond qui se brise, tu vois. Il y a un truc c'est une expérience qui est croissante et assez proportionnée et qui était très satisfaisante. Nous on a fait notamment la journée de découverte par Altered où on avait été invité à Paris et ils nous avaient designé un espèce de tournoi par faction et tout et ouais, c'est juste dans le jouer toute la journée m'avait fait vraiment passer un excellent moment, quoi. Donc ça j'aime bien le côté faction et notamment aussi tous les à côté qu'il va y avoir sur le jeu sur Altered. Le fait que tu représentes ta faction dans les tournois, c'est-à-dire qu'en gros il va y avoir un tournoi, je prends l'exemple de 1000 joueurs, tu auras évidemment les meilleurs joueurs qui feront top 8 et puis il y aura un gagnant du tournoi qui jouera probablement un deck de la meilleure faction qui sera, je sais pas, je dis une bêtise, Bravos. Mais par contre toi, admettons que tu es fan de la faction Moona, mais que Moona soit pas tout à fait représenté dans le metagame, soit pas un deck tiers, et tu auras quand même globalement participé à donner des points à ta faction, et on verra à la fin quelle est la faction qui a eu le meilleur résultat dans chacun des tournois, et tu pourras être aussi toi classé comme étant le meilleur représentant de ta faction. Ok, c'est stylé ça. Et ça, je trouve que en termes de communautaire, c'est vachement cool, tu vois, ouais, de c'est chouette. porter des trucs comme ça. C'est chouette parce que j'aimais bien, tu vois, quand ils faisaient ça. Bon, c'était un peu raté, mais tu vois, sur Ravnica, par exemple, t'avais les AP avec les packs d'AP qui étaient brandés sur des guildes, ça marchait pas du tout. Ouais. Mais j'aimais bien, tu vois, cette idée un peu de porter tes couleurs, quoi. Exactement. Ça, là, vraiment, ça engage encore plus ta Altered, communauté, quoi. Choisis ton camp, c'est le concept, quoi. Choisis ton camp et fais au mieux pour tout le monde, tu vois. Ouais. Mais voilà, j'aime bien la côté du jeu, quoi. Bah, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'Orcana, c'est l'intention de l'éditeur. L'intention du créateur du jeu. C'est quoi l'intention du créateur du jeu, c'est je veux que vous jouiez au jeu et c'est pas je veux que vous achetez mes putains de produits. Et ben, ça donne un jeu qui, au moins, a une vocation, ou en tout cas qui a une ambiance qui est beaucoup plus agréable. Et ça, je peux pas l'enlever à Altered.
Bon, pas Ah que, non, mais clairement. pas que parce qu'il y a Charles qui bosse, mais et Régis Bonnetsey. Mais en vrai, je trouve ça chouette qu'il y ait vraiment des intentions qui soient claires dès le début et qui soient véhiculées aussi au travers du gameplay, au travers de jeux organisés, enfin au travers de tout ce qui gravite autour du jeu en lui-même, au-delà des mécaniques et des graphismes du jeu, quoi. C'est chouette. Bah, au même titre que Ravensburger ou Legend Story Studio qui édite Flesh and Blood, tu sens qu'Alterd a envie d'aller dans le bon sens pour sa communauté, de lier à la fois le compétitif mais aussi le casual play, récompenser tout le monde, faire plaisir à tout le monde, et comme tu dis, de prendre part à une aventure, à une expérience plus que juste vendre des produits. Et ça marche bien chez Alter. Alors que dans un card game Bandai, on s'en fout un petit peu. Et Magic, bon, ils sont plus trop dans ce délire-là non plus. Tu sens quand même qu'ils essaient de faire des efforts. Je vais donner un exemple, mais à chaque extension, sans exception jusqu'à présent, enfin à chaque extension, genre sur les 10 dernières extensions, il y a toujours dans mes cartons que je reçois un espèce de petit board game à la con pour joueurs de Commander. Ok. C'est un espèce de petit jeu, un petit mini-jeu qui est dedans et qui donne du coup des objectifs secondaires, des manières de jouer, enfin à chaque fois une petite manière de jouer un peu différente. Par exemple là dans Eldraine, parce que j'en ai reçu, je sais pas pourquoi j'en ai reçu, mais dans Eldraine en gros t'as un espèce de petit plateau sur lequel t'as un petit tas de cartes. Et c'est comme un livre, en fait, tu vas tourner les pages. Et en gros, tu peux payer 2 pour tourner une page. Et quand il y a une page en fait, qui est visible, il y a un effet qui est statique à tout le monde. Donc, par exemple, je vais dire un truc à la con, mais les créatures gagnent plus 1 plus 1. Je dis un truc à la con, tu vois. Genre, ou quand tu lances ton deuxième sort, tu pioches une carte. Comme ça. Mais c'est à tout le monde. Et à chaque fois, tu vois, tu as un petit produit comme ça. Donc c'est pas complètement vrai. Non, mais oui, ok. Mais tu récompenses qu'une certaine partie de ton public, qui est donc du coup la partie Commander, mais bon, c'est pas un card game Bandai Magic, loin de là. Mais tu sens qu'il y a quand même moins de décisions purement... Enfin, je sais pas. En fait, je trouve que c'est plutôt... mon propos, c'est plus que c'est dur de lire quelles sont les intentions de Magic, je trouve. Alors que je trouve que les intentions de Legend Story Studio ou alors de Altered sont très très claires, limpides. Tu vois ce que je veux dire ? La communication de Magic et leurs intentions pures et dures, autres que celle de faire de l'argent, tu vois, c'est quand même l'intention de tout le monde. Je trouve que Magic, des fois, je sais pas exactement où ils vont. Bah, en fait, les messages sont les messages sont très différents. À chaque extension, enfin pas à chaque extension, mais pas à chaque extension, mais à chaque produit. Tu vois, genre entre les extensions standards, entre les extensions Master Set, entre les produits Commander et Modern Horizon, parce que Modern Horizon, tu vois, j'arrive pas à le calquer, je sais pas trop où le classer, et les Secret Lair, allez, comme ça on met tout le monde dans le même panier. À chaque fois, il y a une intention différente, il y a un public différent à chaque fois, et du coup, ça donne une espèce de schizophrénie au niveau de l'entreprise, au niveau de Wizard global, et tu dis, mais qu'est-ce que vous proposez en fait ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Et c'est pas la même chose à chaque fois. Parce que c'était une force à la base, Magic. En fait, ce qui était une force à la base est devenu un peu une faiblesse, mais la force de Magic à la base, c'est que où que tu sois, qui que tu sois, il y a un produit qui est fait pour toi et une manière de consommer le jeu qui te convient. Et ça, vraiment, pour le coup, on a beau, encore une fois, avoir des choses à dire sur Magic, c'est les plus riches là-dessus. Bien sûr. Je veux dire, qu'importe ton envie dans le jeu, tu as une manière d'y jouer qui te sera favorable. Mais c'est plus sur le... En fait, j'ai du mal à te dire où sera Magic dans 10 ans. Je sais pas s'ils vont continuer dans la surproduction, s'ils vont valoriser à fond les univers Beyond, s'ils vont continuer à valoriser le Commander multi, peut-être au détriment du compétitif 1v1, peut-être même qu'ils ont volonté à terme que Magic soit juste un espèce de gros jeu Commander très familial et mainstream avec plein de collaborations et qui du coup se portera très bien, j'imagine, mais justement avec plus du tout de support à la compétition. Un peu comme la décision d'Hearthstone, ou alors est-ce qu'au contraire ils vont essayer quand même de remettre un petit peu ils vont remettre un petit peu l'accent sur le 1v1, remettre un organized play un peu plus sain mais continuer aussi à faire fonctionner la partie plus kitchen table du Commander multi. Et en fait je sais pas où ils vont, et mon propos c'est pas de dire que je voudrais qu'ils aillent dans un sens ou dans l'autre, je voudrais savoir dans quel sens ils vont. Ouais, bien sûr. Et dans quel sens ils vont aller. Et je leur en voudrais pas d'aller dans l'un ou dans l'autre. Si demain tu me dis que l'avenir de Magic, et que c'est peut-être même la seule manière que Magic survive, c'est de devenir un espèce de format éternel où Magic maintenant c'est plus que du Commander multi, qui est capable de se rattacher à toutes les plus grosses licences du monde
et que le jeu devient extrêmement mainstream, vraiment le plus gros TCG consommé en Kitchen Table, et que c'est la volonté de Wizard of the Coast, bah ok, si on deal pas avec ça, on prendra acte, mais au moins je sais que c'est ça. Oui, mais au moins il y a une vision. Mais moi, je sais pas je sais pas où Magic va. Mais et c'est ce qui m'attriste le plus. Je pense que personne ne sait. Même eux. Est-ce qu'eux, ils le savent? C'est ça, ouais. En fait, c'est ça. Genre, en fait, je pense qu'il y a trop de choses et que du coup, tout est dilué et qu'il y a des intentions qui sont diverses et variées. Et il y a trop d'intentions, en fait. Et que du coup, bah, ça s'est noyé. En fait, ça s'est un peu noyé. Il n'y a plus de messages. Il n'y a plus de porte-étendard. Il n'y a plus de vrais trucs. Il n'y a plus de messages, ouais. Et c'est triste, je sais plus qui c'est qui disait ça, là j'ai vu une vidéo, c'est Magic ne raconte plus rien. Ouais, ils ont juste un bon jeu, parce que pour le coup par contre tu joues une game de standard, tu te dis ouais ok, ça a plus de richesse que n'importe quel autre TCG auquel je joue. On est d'accord. Mais encore heureux qu'ils ont encore un bon jeu, tu vois. Bah bien sûr, encore heureux, mais bon, il y a un moment... Si, ça y est, je me souviens. C'est en parlant de OTJ, en parlant de la dernière extension où du coup il disait que le plan n'avait aucun sens, les gens qui ramenaient sur ce plan n'avaient pas de sens. Pourquoi tout le monde est habillé en cow-boy? Pourquoi est-ce qu'un centaure il a des putains d'éperons? Enfin, il y a ouais, je vois. Il y a rien qui va quoi. Bah, t'as plus trop de sentiments d'appartenance, un petit peu ce qu'on valorise dans One Piece en mode je suis content, j'aime bien les capitaines corsaires, donc du coup je vais jouer mon deck capitaine corsaire et je vais avoir plein de cartes capitaine corsaire et c'est un peu le jeu des 7 familles, je grossis, mais il y a un petit côté où tu t'identifies un peu au truc, t'as un peu ton pet deck, tu prends du plaisir à ça. C'est vrai que bon là sur les extensions standard Magic c'est un peu plus dur d'avoir cet affect, ce supplément d'âme. C'est plus compliqué. Bah, Magic, tu vas le retrouver dans le Commandeur Multi, en fait. Oui. En jouant le héros que tu aimes. Bah, en Commandeur Multi ou en cube. Ou en cube, exactement. Pour moi, maintenant, Magic, c'est Commandeur, cube et Dandan. Honnêtement, le reste, c'est des piles de staple, en fait. C'est dommage pour ceux qui aiment aussi l'autre aspect de Magic, quoi. Bah, bien sûr. Moi, à la base, je viens du Magic 1v1 et ça reste quand même le Magic que je préfère. Et c'est vrai que j'aimerais bien que Magic retrouve une identité un peu plus clair, quoi. Moi, et quand bien même il irait pas dans le sens que je veux, bah c'est pas très grave, mais au moins je saurais quoi. Moi, c'est pour ça que je joue Merfolk en moderne. Parce qu'au moins j'ai un plan de jeu. Je joue des ondins. T'as un plan, t'as une identité, tu sais quoi. Je joue bleu, je joue des ondins. Mais c'est très Magic, tu vois, des ondins. Ouais, mais oui, ça c'est old school Magic quoi. Ah ouais. Je vois. T'as l'impression d'avoir des cheveux blancs et des cartes à 200 balles. Et en même temps, je me plains de ça, mais tu vois, ils m'ont passé les menottes et maintenant j'ai un syndrome de Stockholm parce que quand il y a un Secret Lair Tomb Raider, je le clique. Donc, bon, on s'est tous fait un peu avoir aussi, quoi. Mais bien sûr. Bon. Enfin, voilà. Écoute, je pense qu'on a déjà pas mal de choses et qu'on a parlé des TCG dont on avait le plus envie de parler. Ouais. On va skip Yu-Gi-Oh! Parce que Yu-Gi-Oh! C'est des piles de staple aussi, hein. On n'en parle pas. Ouais, mais c'est quand même un jeu qui est, moi, que je regarde toujours d'un œil vachement curieux, tu vois. Je trouve que tous les TCG commencent à exister un peu tous dans la même bulle avec des passations d'un TCG à l'autre. Yu-Gi-Oh! Vraiment, les Yugistes, ils sont Yugistes, quoi. Ils sont pas joueurs de TCG, ils sont joueurs de Yu-Gi-Oh! Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a une vraie identité, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y a une identité. De fou, et ils kiffent leur vie. Nous, on fait les malins, plus gros tournoi européen, l'Orcana, 2048 joueurs. Mais Yu-Gi-Oh! La CDF, c'est 2500 joueurs. Et c'est sold out en un jour. Ouais. Ils se régalent, les Yugistes. Moi, ils me font très envie d'un œil extérieur. Bah, en vrai, c'est cool, tu vois. Nous, on a une communauté qui est quand même importante par rapport aux autres TCG et par rapport à notre boutique. Hein, et j'ai 12 joueurs, je pense quasiment tous les vendredis soirs, ce qui est plutôt correct parce qu'on arrive à accueillir 40 personnes au max dans la boutique. Donc ils sont quand même relativement représentatifs et la communauté est relativement saine, du coup c'est plutôt chouette. Mais là tu vois par exemple, là ils ont pris un méga Airbnb et ils sont tous partis au CDF, ils partent tous au CDF demain quoi. Et ils sont trop chauds et ils sont tryhard pendant 3 semaines. Là il y en a un qui est venu, putain j'ai pas acheté de sleeve et tout, il vient m'acheter 3 paquets de sleeve et il commence à me tchatcher un peu, il fait mais non faut que je me casse, faut qu'on fasse des games encore et puis il se barre et tout. C'est chouette. Ouais moi j'aime bien, je kiffe le mood qu'il y a sur Yu-Gi-Oh! J'aime la communauté et même la création de contenu. Ils ont plein de créateurs. C'est très dynamique comme scène, mais par contre, c'est assez peu ouvert sur le reste, quoi. Du coup, ça sera notre conclusion.
finalement, un peu ouvert sur les autres TCG, non, ma conclusion globale pour les TCG, c'est finalement les TCG, c'est ce que tu disais, c'est des agrégateurs sociaux, c'est des moments que tu passes avec des gens, c'est des gens que tu rencontres, et finalement, en fait, si on fait bouger des bouts de carton devant nous, c'est juste pour se faire des potes, quoi. Ouais, et du coup, plus tu joues à des TCG, et plus tu te fais des potes. Voilà, ça c'est la conclusion. Finalement. Exactement. Jouez à plein de TCG, comme ça vous aurez plein de potes. En vrai, Ouais. moi Dans la limite de votre temps et votre argent Évidemment. disponible. Hein. C'est une question d'équilibre. En vrai, moi je joue à plein de TCG, mais je joue que avec le même. Tu joues avec la même personne. Bah, Flesh and Blood, Netrunner que j'ai pris un peu, One Piece parce que quand j'ai le temps de jouer, c'est quasiment que avec lui, et je joue avec Matisse, et voilà. Mais bon, bref. Écoute, je vais venir à Commander l'Assemblée, et en cachette, j'aurai quelques decks multi-TCG dans mon sac. Yes, on fera du Flesh and Blood. Ouais, mais on se cachera, hein, on va pas le dire. Non, moi j'ai rien à cacher, et on n'a rien à cacher à Commander l'Assemblée. Voilà. Bon, ça marche. Merci en tout cas pour l'invitation. C'est Mais il n'y a toujours pas de souci. Moi, je peux discuter 5 heures. Hein, oui, je sais. TCG, Mais oui, je sais bien. Je suis un client. Mais c'est pour ça que je suis obligé de te couper un peu. Ouais, et du coup, j'espère qu'on n'a pas perdu les gens. J'espère aussi. Mais on va pas perdre les gens parce qu'on arrive à la partie la plus intéressante de l'émission. Ah, super. Parce que tu as évidemment une recommandation à me faire. Parce que c'est le moment de l'émission où tu m'amènes une œuvre culturelle, un truc que tu as kiffé dernièrement, un film, un bouquin, une musique, une recette de plat, un dessin, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as pour moi ? Tu y as pensé ? Non, j'y ai pas pensé, mais je vais te donner un truc là parce que je l'ai sous les yeux. Ça va paraître totalement fou aux gens, mais je me lance. Écoute, récemment, j'ai acheté des Beyblade. Oh putain, mais... Est-ce que tu sais ce que c'est que des Beyblade ? Putain, alors, c'est mon enfance. Et en plus de ça, rigole pas, mais à la boutique, Wizard nous a envoyé 4 Beyblade. J'ai quelque chose à te raconter. Vas-y. Est-ce que tu connais un petit peu l'histoire vite fait de Beyblade, la différence entre le Japon et l'Occident, sur la manière de consommer un peu le truc ? Ouais, c'est des gens qui jouent au toupie, non ? Ouais, voilà. En gros, ce qui se passe, c'est que Beyblade, c'est une licence japonaise qui est dédiée d'un animé, qui reprend un petit peu l'art du lancer de toupie, qui est beaucoup plus culturel en Asie. Et en gros, c'est édité par Takara Tomy, qui du coup est la licence qui a Beyblade. Sauf qu'au Japon, c'est un truc qui est joué à la fois par les enfants, mais aussi par les adultes, et de manière compétitive. C'est-à-dire qu'il y a un metagame, tu peux mixer les éléments de ta toupie pour avoir des toupies défensives, d'attaque, bref, je rentre pas dans le détail. Ceux qui ont la licence de Beyblade en Europe, en Occident, pardon, c'est Hasbro. Ouais. Et Hasbro, eux, ils ont plutôt tendance à avoir un placement marketing pour enfants. C'est-à-dire qu'en gros, la toupie, c'est un truc d'enfant, c'est des jouets. Quand il y a des toupies en métal au Japon, on fait du plastique. Tu peux les trouver à Toys R Us. Et si jamais tu veux faire des tournois de Beyblade, c'est pour les moins de 13 ans. Quoi. Ok. Tu vois un peu le. Ouais, je vois un peu placement. l'idée. Ouais. Et en gros, ça marche par génération, la Beyblade. Et là, on est donc dans la fin de la 3e génération, nous en Occident, qui s'appelle Beyblade Burst. Et il y a notamment au Japon la 4e génération qui s'appelle Beyblade X. Et quand tu vois un petit peu cette 4e génération, il y a vraiment cette volonté d'essayer d'être plus adulte, plus compétitif. Tu vois le packaging, on dirait un peu des produits de sport en fait. Ok, marrant. Et forcément, Hasbro va décliner aussi la nouvelle génération Beyblade X dans les mois à venir en France. Mais on ne sait pas s'ils vont garder cette DA adulte ou s'ils vont encore une fois, entre guillemets, rendre ça plutôt enfant, plutôt jouet. Ce que c'est à la base, attention, je vous dis pas que les Beyblades c'est pas des jouets, ça reste des jouets, hein, c'est des toupies qui tournent et qui se battent dans un stadium. Mais il y a un truc qui est vachement plus compétitif que ce que les gens pensent et que Hasbro se refuse un peu d'appliquer. Ça c'est dommage. Et donc en gros, c'est juste qu'on n'a pas la culture de ça aussi, tu vois, ils ont un placement... Je pense que si demain, tu vois, Wizard t'a envoyé des toupies à la boutique parce qu'ils ont envie de tester peut-être d'inclure du jeu compétitif dans les local game stores, parce que c'est un truc qui existe au Japon mais dont on n'a pas du tout la culture ici. Et en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais si t'as pas du tout cette culture-là, si les local game stores en proposent pas, personne va en acheter. Mais du coup, vu que personne en achète, toi, t'as pas envie d'en proposer, tu vois. Et donc, eux, ils ont tout intérêt à en faire plutôt un produit de cours de récréation et à vendre ça à Toys R Us. Ok. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que avec la gamme Beyblade X, qui est vachement plus portée sur l'adulte au Japon, est-ce que quand Hasbro va décliner cette nouvelle génération en France, est-ce qu'ils vont prendre le parti justement d'en faire un produit plus premium, plus adulte ?
Voilà, j'ai cette curiosité-là. Et moi, j'ai fait importer du Japon, là, la 4e génération. Donc, j'ai reçu mes toupies il y a 2-3 jours. Et c'est juste très amusant, quoi. Ok, trop bien. Donc, je vous recommande de lancer la toupie. De lancer la toupie. Hyper vitesse. Ouais, ça vous prend... si un gars vous propose de lancer la toupie, ça vous prend 3-4 secondes de votre temps. C'est ça. Et au pire du pire, vraiment, il s'est rien passé, t'as juste pris un peu de plaisir, quoi. Oui, ou t'as juste un peu honte et c'est tout, mais en vrai... Ouais, mais si t'as honte, ça, justement, c'est ça, c'est la théorie de la toupie, quoi. Il faut se départir un peu du regard des autres. Ça te coûte 2 secondes de lancer la toupie, et au pire, ça te plaît pas, tu la relances pas, quoi. Oui, non, mais bien sûr. Moi, je me souviens d'avoir ruiné un saladier de ma mère. Ah ouais, bah quand on était jeune, effectivement, voilà. C'est le produit de cours de récréation. C'est ça. Quoi. Mais maintenant, ils font des trucs quali, ils ont des petits stadiums et tout. Ah oui, non, mais il y avait déjà des trucs quali avant. Je me souviens très bien des stadiums avec des espèces de petites fosses là sur les côtés. Là. Ouais, c'était tout à fait. C'était très classe. Bah, qui existe toujours finalement. C'est juste, je te dis, en France, c'est plus pour les enfants, quoi. Ouais, mais c'est marrant parce que en plus de la boutique, t'es la deuxième personne à me reparler de Beyblade, donc ça me fait rire. Bah, t'as un gros créateur de contenu qui a remis aussi un petit peu ça au goût du jour avec une grosse vidéo storytelling sur cette histoire-là aussi. Okay. Et comme la nouvelle génération va arriver, je pense que ça fait un peu l'actualité. Mais le fait que Wizard t'envoie des toupies, à mon avis, c'est pas anodin. Ouais, je pense que c'est Hasbro qui a la licence, donc peut-être qu'ils essayent de tester, de voir un peu si ça prend dans des univers qui sont plus adultes. Ouais, bah oui, bien sûr. Ok. Je pense que ça marchera pas, mais... Bon, tu peux pas savoir tant que t'as pas essayé, hein. Ouais, non, mais c'est clair. Ok. Alors moi, pour ne pas couper mon habitude et mon addiction aux jeux vidéo, je vais vous parler d'un jeu vidéo. J'ai très envie de vous parler de Alan Wake 2. Mais avant de vous parler de Alan Wake 2, il faut que je vous parle de Control. Et avant de vous parler de Control, il faut que je vous parle de Quantum Break. Et avant de vous parler de Quantum Break, il faut que je vous parle de Alan Wake 1. Ok. Et même encore avant de parler de Alan Wake 1, il faudrait que je parle de Max Payne, mais je vais pas parler de Max Payne. Est-ce que tu connais Alan Wake ? Seulement de nom, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Ok. Le premier Alan Wake, c'est un jeu d'horreur, horreur thriller psychologique, où en gros, tu vas incarner un auteur à succès qui est en pleine dépression parce qu'il n'arrive plus à écrire et du coup, il part avec sa femme en fait se perdre un peu dans la campagne américaine et sa femme disparaît dans des circonstances assez bizarres, assez mystiques. Et du coup, tu vas te promener en fait et tu vas devoir aller essayer de la sauver en fait en tuant des espèces de des gens qui se sont fait posséder par une ombre en fait. Et il y a un gameplay assez marrant en fait où tu dois utiliser ta lampe torche pour les éclairer. Et du coup, une fois que tu as réussi à les éclairer assez longtemps, leur bouclier d'ombre en fait dégage et tu peux commencer à leur tirer dessus en fait avec ton flingue. Et du coup, il y a tout un aspect gestion de ressources, un peu comme les Resident Evil ou les Silent Hill, où tu es vraiment en mode chaque balle que je vais tirer compte et chaque pile que je vais utiliser dans ma lampe va compter aussi. Et donc voilà. Et il y a toute une histoire en fait derrière. En fait, c'est difficile d'en parler sans trop spoiler parce que l'histoire en fait est vraiment abyssale. Le lore en fait de Alan Wake est très abyssal. Et pourquoi est-ce que j'ai parlé des autres jeux avant ? Parce que en fait, le studio qui a fait Alan Wake, c'est Remedy, qui est géré par... c'est un studio finlandais qui est géré par plein de gens, et notamment, il y a Sam Lake qui a l'écriture. C'est un mec qui est relativement connu dans le milieu du jeu vidéo parce qu'il a créé en fait tout ça. Et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'ils ont réussi à... Ils ont commencé en fait à créer un multivers. Alan Wake est sorti en 2010, le premier, donc c'est il y a très longtemps. Et après, ils ont sorti Quantum Break. Pour des raisons de licence, le jeu est pas complètement canon dans l'univers, parce qu'il appartient à Microsoft, enfin c'est un peu bizarre. Mais et après, ils ont sorti Control, et en fait, dans Control, ils ont commencé à faire des refs à Alan Wake, et t'es là genre, pourquoi vous faites des refs à Alan Wake alors que c'est un autre jeu que vous faites ? Et après, ils ont sorti un DLC dans Control, où vraiment, ça bascule complètement. Et là, ils ont sorti Alan Wake 2 et pareil, en fait, toute la licence a complètement basculé, en fait. Enfin, la licence et en fait tout l'univers qu'ils ont créé a vraiment basculé dans ce mode. Toutes nos œuvres, en fait, si vous avez bien regardé, elles sont interconnectées. Et c'est juste ouf de voir la progression en termes de gameplay qu'ils proposent, en termes de mise en scène aussi, parce que déjà dans le premier Alan Wake, maintenant ça peut paraître un peu désuet, mais c'est sorti en 2010, et t'as vraiment en fait ce côté, t'as vraiment cette alternance en fait entre je me promène, j'avance un peu plus ou moins en ligne droite, je tue des monstres, récupère des ressources, etc. Et je trouve des pages
un peu à la Dark Souls, avec un lore un peu cryptique que tu dois lire, en fait, que tu dois aller chercher toi-même. Et c'est entrecoupé de scènes, en fait, où vraiment qui sont pas filmées parce que c'est un jeu vidéo, mais vraiment des cinématiques qui sont assez longues, un peu en mode polar, thriller, en fait. Et ça donne vraiment une espèce d'ambiance, en fait, à l'œuvre qui est vraiment hyper chouette. Et il y a ce côté lore multivers, enfin, pas multivers, mais vraiment lore agrégé, qui est ouf. Et là, ils ont fait plein d'annonces. Ils ont annoncé qu'ils allaient sortir un nouveau jeu. Ils ont annoncé qu'ils allaient sortir Control 2. Ils ont annoncé qu'ils allaient sortir des DLC pour Alan Wake 2. Ils ont annoncé qu'ils allaient sortir un autre jeu qui n'a pas encore de nom, mais qui s'appelle Projet Condor et qui, en gros, va être un spin-off de Control. Enfin, voilà, bref, je pourrais en parler pendant des heures parce que je suis ultra fan. En train d'étendre l'univers de Alan Wake à fond. Et en termes de gameplay, c'est quoi? C'est de la troisième personne? C'est de la troisième personne. Tout à fait. Ça, c'est un peu à la Last of Us? Ouais. En fait, c'est un juste peu ce côté survival, ressources. Ouais, c'est ça. En fait, les ressources, c'est pas vraiment de la bouffe, de l'eau, des trucs pour crafter, mais c'est plus tes ressources. En fait, c'est tes munitions et tes piles. En gros. D'accord, ok. Ou tes feux de détresse que tu vas utiliser, tes grenades de flash que tu vas pouvoir utiliser pour éliminer plein d'ennemis d'un coup, ce genre de truc. Mais ce qui est vraiment en fait hyper intéressant dedans, et je le dis souvent en fait vis-à-vis de Control, j'aurais jamais joué à Control si l'histoire était pas aussi riche. Le gameplay, tu t'en fous un peu, c'est pas inintéressant, mais en vrai, c'est l'histoire qui est vraiment ouf. Et ce que j'ai adoré dans Control, et ce que tu retrouves un peu dans Alan Wake 2, c'est que t'es énormément récompensé de ton exploration et de ton implication dans le jeu, en fait. Plus tu vas t'impliquer dans le jeu, et plus tu vas aller chercher des trucs, plus tu vas aller faire des quêtes secondaires, plus tu vas essayer d'interconnecter les trucs, et plus tu vas être récompensé par le jeu qui va te dire « Ouais, mec, t'as compris ce qu'on voulait te raconter, en fait. » Et ça, c'est trop cool. Bah, les jeux qui récompensent la curiosité, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, j'aime bien. Donc voilà. Et pourquoi j'ai parlé de Max Payne? Parce que Max Payne, ça a été développé par Remedy aussi. Et en fait, Alan Wake, dans Alan Wake, en fait, dans le jeu vidéo Alan Wake, qui est un auteur, en fait, il raconte les livres qu'il écrit, en fait, sont autour d'un enquêteur qui s'appelle Alex Casey, qui en fait est l'histoire de Max Payne. En fait, les bouquins qu'il a écrits Alan Wake, c'est Max Payne. Mais pareil, pour des questions de licence et de droit, ça pouvait pas être directement Max Payne. Et du coup, c'est voilà, c'est super chelou. Toi, si t'as la ref, tu sais, tu vois le clin d'œil et c'est amusant, mais pour le grand public... C'est plus qu'amusant quand tu fais Alan Wake 2. Ok. Parce que c'est vraiment... Le lore est vraiment très très deep, et c'est chouette. Donc voilà, bon bref, encore une fois, je pourrais en parler. Jouer aux jeux vidéo. C'est ça, jouer aux jeux vidéo, jouer à Alan Wake 1. Jouer au Beyblade, c'est ça. Et jouer au TCG. C'est ça, merci pour la conclusion, c'est exactement ça. Mais sinon, merci à vous, chers auditeurs, d'être restés avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de liker, de vous abonner sur la plateforme de votre choix. Si vous avez des questions, des suggestions, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à nous envoyer des petits billets doux en MP. N'hésitez pas aussi à retrouver ValleyPL sur leur chaîne. On en a parlé en début. Est-ce que tu peux nous redire où est-ce qu'on peut te retrouver ? Ouais, sur la chaîne Magic pour les magiciens, sur la chaîne Multi-TCG pour ceux qui sont curieux, et sur la chaîne Lorcana pour les lorcanistes, et puis très régulièrement sur Twitch, bien évidemment. Je voulais te remercier, Bambi, de m'avoir invité, et c'est toujours très agréable de pouvoir partager, échanger et discuter avec toi. C'est toujours très fort pour mettre à l'aise tes invités, et donc ça se ressent, donc j'aime beaucoup passer dans ce podcast. Merci beaucoup, c'est très gentil, ça me touche énormément. Merci à vous encore une fois de nous suivre après ces 47 épisodes. Pour ceux qui ont la chance d'avoir eu leur place pour Commander l'Assemblée, on se voit cet été, parce que tu es là aussi en plus. Ouais, on se voit cet été. Et ça, aussi. C'est plutôt cool. Pour les autres, je suis désolé, on va certainement faire une session de rattrapage. Il y a une liste d'attente sur le Discord, n'hésitez pas. Et sinon, l'année prochaine, on va essayer de trouver une salle plus grande encore pour accueillir encore plus de monde. Donc on verra bien. En attendant, on vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de maladesses. C'était Pince Crâne. Des bisous. Ciao tout le monde.